J'étais le premier mec à parler d'argent sur TikTok. Si tu veux vraiment accélérer vite en IMO, il y a 1001 solutions. Quand tu commences à avoir de l'argent, tu as le pouvoir de dire non. Et ce pouvoir de dire non, il est monstrueux, quoi. Comment on fait pour être bien entouré avec un bon comptable, un bon avocat, un bon banquier? Tous les mecs sur YouTube, sur TikTok, etc., il n'y en a aucun qui a un business long terme. Si l'argent et le statut n'existaient pas, qu'est-ce que tu ferais de ta vie? Tu peux jamais vraiment à 100% te reposer sur les autres. 90% des gens à qui j'ai envoyé la formation gratuitement, ils l'ont pas regardé. Tous les business marchent. Ouais. 100% des business fonctionnent. Tu peux lancer n'importe quel business, ça fonctionne, tu vois. Donc, ce qu'il faut faire, c'est... Alors bonjour, t'es un jeune Rennais, multimillionnaire, t'as une chaîne de garage automobile, une franchise de magasins destinée à l'arrêt de la cigarette, une foncière immobilière en pleine croissance. Clément, quels sont tes secrets pour avoir développé tout ça à 27 ans? À 26 ans, même. À 26 ans 26 ans, même. 26 ans. Et jeune 26 ans, en plus. Écoute, thème très vaste, mais j'ai commencé par me créer un gros capital dès l'âge de... J'étais encore en études. À 19 ans, je suis devenu millionnaire. Ouais, parce que pour faire un point global, tu viens d'une famille qui dispose déjà de beaucoup d'argent, énorme éducation, ou alors pas du tout? C'est quoi un petit peu l'environnement familial? Alors moi, je viens du fin fond de la Bretagne. Ok. Petite famille de... Alors mes grands-pères étaient agriculteurs, mes parents sont fonctionnaires à l'hôpital. Donc, non, enfin, je viens d'un milieu qui était... j'ai pas manqué de nourriture, mais ça s'arrête là, quoi. Ok. Donc, ok, pas de somme de départ. Et t'as dit que dès le début de ton aventure un petit peu entrepreneuriale, t'as pu rapidement avoir un gros capital. Ouais, si tu veux, en fait, je pense que mon net worth, c'était 500 € quand j'avais 18 ans. Ouais, J'avais accumulé 2-3 Noël je vois bien. à coût de 20 € Je par vois 20 bien. euros. Et après, j'ai lancé ma première entreprise. C'était un cabinet de conseil patrimonial que j'ai lancé en parallèle de mes études d'ingénieur. Et donc, je faisais une école d'ingénieur la journée et une école de commerce le soir, en cours du soir. Et donc, j'ai pu lancer un cabinet avec les habilitations qui allaient bien. Et j'ai commencé à gagner comme ça 1000 €, 2000 €, C'est ça, parce que faut 3000 avoir € des- par mois comme ça. CGP. CGP. CGP, faut être habilité Ouais, AMF exactement. et compagnie. Ouais, en fait, j'ai passé habilitation IOBSP, CIF, MIA, agent lié. Donc à 19 ans, t'étais habilité AMF, tu pouvais vendre des services financiers? En fait, la formation a pris en cours du soir, ça a pris au moins 1 an. Ouais. Et donc, je me rappelle que j'ai commencé ça quand j'étais à l'époque à l'université. Et c'est quand j'étais en début d'année d'école d'ingé en informatique que j'ai eu ma validation. Et donc, première année d'école d'ingé, je devais avoir 19-20 ans, ouais. Ok. Et du coup, c'était quoi comme type de service que tu vendais? C'était qui tes clients? Alors, j'étais payé à tous les niveaux, c'est-à-dire que je vendais immobilier, assurance vie, SCPI. J'ai toujours été passionné par l'investissement pour moi à titre perso. Je me rappelle quand j'avais 18 ans, j'ai ouvert un PEA, j'ai acheté 2 actions LVMH avec tout l'argent que j'avais. Et donc, je me suis toujours intéressé à ça. Et je me suis dit, pour moi, c'est le meilleur premier business à lancer, puisque ça me passionne. Je sais pertinemment que je ne vais pas faire des millions avec ça, mais je pense que c'est une profession dans laquelle tu es bien payé, un peu comme avocat, CGP, tout ça, c'est vraiment des domaines où je me voyais bien être payé 6 000, 7 000 par mois à terme, tu vois, ce qui me paraissait absolument énorme. Mais ça me paraissait atteignable parce que mon but c'était d'être ingénieur et tourner à 3 000, voire 4 000 € si j'allais à Paris ou en Suisse. Et donc, effectivement, moi je voulais travailler pour moi et Ouais. je voulais lancer ce cabinet pour commencer à toucher mes premiers euros et ça a marché dès que j'ai été habilité, ouais. Ok. Et comment tu fais pour trouver des clients? Enfin, t'as 19 ans, tu viens d'une famille à peu près classique en France. Comment tu fais pour trouver des clients, pour leur vendre de l'IMO, de l'assurance vie? Alors, c'est à ce moment-là où je me suis aussi lancé sur les réseaux sociaux. Ok. J'étais le premier mec à parler d'argent sur TikTok, même sur Musical.ly à l'époque, pour ceux qui s'en rappellent. Je commençais à parler d'argent sur une application de danse, ça n'avait aucun sens. Je me faisais insulter, mais le fait est, c'est que j'ai commencé à me faire une petite communauté. Ouais. Et donc j'ai commencé à proposer mes services parce que effectivement j'étais habilité, donc je disais pas n'importe quoi. Et j'ai commencé à vendre mes services. J'avais créé une micro et après une SAS. Mm. Et quand j'ai fait ma première vente immobilière, c'était un couple qui payait de l'ordre de 6 000 € d'impôts par an, qu'on a fait descendre à 0. Et j'ai pris un chèque de 8 000 €. T'avais 19 ans. J'avais 19 ans. C'était une dinguerie parce que je vivais dans le Crous à 240 € par mois.
Et après, je vivais dans un petit appart qui était un garage à 200 euros par mois et je venais de prendre 8000 quoi. Et c'était ouf. C'était ouf. Et j'en revenais pas. Le loyer de plusieurs années en une seule transaction. Ouais, ouais. 8000 bruts. C'est là que j'ai compris. Et ça fait un gros choc. J'ai du mal à m'en souvenir parce que ça fait un certain moment que maintenant j'ai plus de soucis financiers. Mais ça m'a fait un choc monstrueux de prendre un aussi gros montant d'un coup sur le compte. Alors que maintenant je vois que je dépense ça en une nuit d'hôtel, tu vois. Mais à l'époque, prendre cet argent-là, quand tu payes ton loyer 200 et que tu fais attention à tes courses pour dépenser 20 euros tout pile et pas plus. Ouais. Et je me rappelle que dans mes courses à 20 euros, il y avait un tiers, c'était pour le kilo de poulet, maître d'Odieu ou je sais plus quoi là, qui coûtait 7 euros, tu vois. Et je me rappelle, je faisais vraiment gaffe à ça, tu vois. Et comment t'es passé du coup de CGP le soir dans ta chambre, en plus de tes cours pour être ingénieur, à monter et réussir une chaîne automobile avec plus d'une dizaine de garages et une franchise de magasins destinée à l'arrêt de la consommation de la cigarette? Ouais, alors ça c'est beaucoup plus tard, puisque à ce moment-là, je me suis expatrié en Estonie, parce que c'est pour moi le meilleur pays pour s'expatrier. Donc très jeune, une t'es parti semaine. en Estonie. Ouais, ouais, ouais. J'étais encore étudiant en école d'ingé, pour la petite histoire. Et en fait, je vivais en Estonie parce qu'en fait, il y a le Covid qui a tapé à ce moment-là. Et donc, j'ai pu m'expat en même temps que j'étais étudiant. Donc, ça s'est fait comme ça. Je passe la période où je me suis fait virer de l'école d'ingé pour des raisons sombres. Ok. Mais le fait est, c'est que je me suis expat là-bas. J'ai continué le business en ligne pendant 1 an, 2 ans. Et après, effectivement, j'ai vu l'opportunité de créer des business hyper long terme qui seront toujours là dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et aujourd'hui, effectivement, ouais, avec la chaîne automobile où on fait du remplacement de vitrage automobile, on fait plusieurs millions à l'année. De chiffre d'affaires? De chiffre d'affaires. C'est quoi la marge classiquement? C'est quoi? C'est un 10-20%? On va avoir une activité où on va marger correctement, de l'ordre de 30%, et après tu peux enlever l'IS qui te prend un quart. 30% pour du business physique, c'est beaucoup. Hein. C'est un business qui marche bien. Ouais. Mais de toute façon, quand je vois que la plupart des mecs dans le business physique galèrent, alors qu'il y a 1 million d'activités où il y a beaucoup de marge, 30% c'est très ok. Ouais, parce que t'es fleuriste, t'es coiffeur, t'as un truc d'esthéticienne, t'es prothèse angulaire. Ouais, t'es pas à 30% de marge. Hein. Ouais, mais t'es à 95% quoi. De marge? Bah ouais. Non, t'es moins. Bah tous les prothèses, je parle de prothèses angulaires, mais moi je vois pour les produits de femmes qui font des extensions, qui font les ongles, qui font les trucs comme ça, elles encaissent 80% de leurs bénéfices. En soustrayant le loyer, Ouais, le loyer, un salaire quoi. l'URSSAF, les salariés, l'eau, l'électricité. Ouais. Ouais. Après, Ok. ça fait des petits chiffres d'affaires, forcément. Bah ouais. Et du coup, on parle d'abord de la chaîne de garage automobile. C'était quoi un petit peu l'idée? Comment t'as pu en monter une dizaine? En fait, on a commencé avec un. Ouais. On a testé le modèle pendant 6 mois, on a vu que ça marchait bien. En fait, on a fait ce que personne ne faisait. Concrètement, dans le business physique, tu peux facilement arriver et exploser toute la concurrence en une semaine, quoi. Comment on le fait? En fait, tu prends n'importe quelle niche. On a pris les garages auto, ça aurait pu être n'importe quoi. Hein. Tu prends un domaine où tu estimes qu'il y a une bonne marge. Encore une fois, il y en a 1 million. Et tu vas faire ce que les autres ne font pas. C'est-à-dire, tu vas pas juste parier sur ta belle avenue, ta belle enseigne, etc. Tu vas faire du marketing digital et tu vas faire des techniques de barbares, quoi. Et Donc tu vas faire ce que les concurrents ne font pas, tout simplement, quoi. beaucoup de pubs sur les réseaux sociaux. Ouais, ça marche bien. Beaucoup de pubs, commerciaux. Et en fait, tu vas être le seul à traquer ton taux de conversion, à traquer ton coût par leads, à traquer. Tu vas être le seul à retargeter tes prospects auxquels tu as calé un rendez-vous avec des pubs sur lesquels ils vont se prendre des témoignages de clients satisfaits, tu vois. Tu vas être le seul à faire des mécanismes comme ça. Donc effectivement, tu vas être en 1 mois, tu vas pouvoir performer plus que les autres. Ouais, tu vas avoir énormément de clients, donc si forcément tu as beaucoup de clients, tu ouvres une deuxième, un troisième garage, un quatrième. Ouais, on a ouvert 3 de manière organique, hein, classique. Et après, on a racheté un concurrent en liquidation judiciaire. Ça, c'était une expérience, c'était intéressante. C'est qu'on avait un concurrent qui était en liquidation judiciaire. Et donc, on a pu racheter 3 centres d'un coup chez le mandataire judiciaire directement. Avec les murs ou sans les murs? Non, sans les murs, juste les fonds de commerce. Ok. Et le matos qui était dedans. Ouais. Et pour un prix ridicule, quoi. Il y en avait
rien que pour le matos qui était dedans, on était en bénéf, quoi. Ok, ok. Et du coup, une fois que tu as monté ça, tu t'es dit, pourquoi pas monter aussi une deuxième chaîne? Là, c'est plus une franchise de magasins. Alors, c'est pas des magasins, c'est quoi? C'est des boutiques de soins? C'est quoi un petit peu c'est quoi le thème sur l'arrêt de la cigarette? Ouais, alors, on peut appeler ça des centres, des agences, peu importe, des cliniques, enfin, peu importe. Le fait est, c'est qu'on a identifié encore une fois un produit qui, j'estime, est encore mieux. Et en fait, notre produit, il est simple, c'est qu'on va dire, en une séance, on te fait arrêter ton addiction. Et effectivement, on fait 90% de cigarettes, et c'est pour ça qu'on peut simplifier en disant qu'en une séance, on te fait arrêter la clope. Et on fait également la vape, alcool, cannabis, et on fait de temps en temps drogue dure. Mais en fait, notre produit, c'est vraiment, on va te faire arrêter ton addiction en une séance. Et on a découvert ça avec mon associé en regardant un reportage, c'était sur Arte. Ouais. Il y avait une journaliste qui était dans un jet privé avec un mec multimillionnaire, vraiment blindé, avec vraiment genre 10 meufs à poil. Et Oh la là. journaliste, elle était là, monsieur, vous faites quoi dans la vie et tout. Et c'était le bordel, tu vois. Oh, Dans le jet. j'imagine, C'était ouais. le bordel. Ouais. Et le mec, il explique comme ça. Bah, en fait, j'ai rencontré un Allemand qui fait des piqûres dans l'oreille et il te fait arrêter de fumer instantanément. Et moi, j'ai réussi à me franchiser avec ce mec-là. Et donc, Avec la même solution, le Ouais. même piqûre dans Ouais, l'oreille. il s'est franchisé. C'est le seul franchisé d'ailleurs qui existe. Et en fait, il s'est franchisé comme ça. Et en fait, tu peux regarder. La boîte, elle s'appelle Neuralink ou un truc comme ça. Un truc comme ça. Ouais, parce que Neuralink, c'est la boîte de Ouais, Elon c'est la Musk. boîte de truc, mais c'est Un autre truc ça comme commence ça. pareil, ça commence par neuro, mais c'est en Allemagne, ça se trouve assez facilement parce qu'en fait ils ont la queue non-stop devant chez eux, tu vois. 24, en fait c'est ouvert 24, 7 jours sur 7, Ouais. et ils ont la queue non-stop. Et ils font arrêter des gens de fumer tout le temps, tu vois. Mais pourquoi, enfin, s'ils ont autant de clients, le produit, je pense qu'il n'est pas si sorcier que ça à trouver, copier, faire pareil. Pourquoi ils n'ont pas 25 000 concurrents? Pourquoi tout le monde n'ouvre pas des franchises En fait, de ça? c'est les seuls à faire ça dans le monde entier. L'histoire de la piqûre, ils ont une techno qui est vraiment propriétaire. Ouais. J'ai énormément cherché, impossible de savoir leur méthode. Et en fait, c'est pour ça qu'ils restent concentrés sur une seule localisation, c'est qu'ils veulent pas perdre cette techno-là. Et D'accord. donc, ils sont prêts effectivement à perdre un développement de fou au profit de faire ça. Et nous, du coup, on s'est demandé, mais comment est-ce qu'on peut faire ça? Parce que le produit, il est top, tu vois. Tu peux comparer par rapport au garage automobile. Changer une optique d'une voiture, c'est pas ce qu'il y a de plus stylé Ouais. à faire dans la vie. Alors que là, tu vois, on a un produit où on va avoir un vrai impact, j'ai envie de dire international, parce que si on arrive à se développer partout en Europe et qu'on peut vraiment avoir un centre laser rapide dans toutes les villes d'Europe, on va avoir un vrai produit qui est vraiment stylé pour le coup et qui a aussi beaucoup plus de marge, puisque nous, on a réussi à développer ça avec un laser. Donc, c'est pas des piqûres, mais c'est le même fonctionnement. Mhm. C'est avec un laser dans l'oreille. Et en fait, que ce soit les aiguilles d'acupuncture, tu sais, les lasers, les piqûres, en fait, tout ça, c'est les mêmes protocoles. Et c'est l'auriculothérapie. Ok. Et donc aujourd'hui, comment t'en as développé? Où est-ce que t'en es? Qu'est-ce que tu recherches? C'est quoi tes problèmes? C'est quoi tes objectifs là-dessus? Ouais, alors on a lancé ça à l'été 2024. Ok. On a fait notre preuve de concept pendant 6 mois et on a regardé comment ça se passait, tout simplement, sur notre centre. À la base, on s'est dit si ça marche bien, on explose la France. On prend un siège social à Paris avec des commerciaux et on remplit la France de laser-thérapie en succursale. Et donc, d'abord, on fait notre preuve de concept, c'est-à-dire qu'on regarde le marché, on prend une commerciale et on lui dit voilà, on a mis 10 euros de pub, appelle les prospects, quoi. Ouais. Et puis en plus, les prospects coûtaient 1 euro, tu vois. Pour trouver des mecs qui fument, qui veulent arrêter, c'est pas cher. Tout le monde dans la rue, une personne sur deux Une qui per- fume veut arrêter. Une personne sur 3 fume et il y a environ 60% des gens qui veulent arrêter de fumer. Donc ouais, le coût par litre est extrêmement faible. Tu peux comparer par rapport au coût par litre dans l'immobilier, par exemple, où tu vas plutôt être genre à 80 euros. Ouais. Là, vraiment, c'est 1 euro, 2 euros, ça dépend de la ville pour trouver un prospect. Et on dit à la commerciale, ok, vas-y, on a 5 prospects, appelle-les et propose-leur le script et essaie de leur caler un rendez-vous. Et sur les 5 prospects, elle a calé les 5. Donc notre séance, ça coûte 200 euros. Et là, on s'est dit, ok, 1000 euros quoi. Et, encore une fois, sans charge.
Le laser, il se recharge en USB. Hein. Voilà, il n'y a rien de... Il faut quoi, il faut quoi en charge? Il te faut un petit pas de porte dans une rue passante, 30 mètres carrés et une personne qui va venir effectuer le laser, c'est ça? Ouais, alors nous, on a un fonctionnement je pense, une vision assez long terme sur le sujet. C'est-à-dire qu'on ne souhaite pas se mettre dans des cabinets, dans des étages d'appartements ou quoi. On vise vraiment les locaux type opticien, type pharmacie, environ 50 mètres carrés, tu vois. Pas la peine d'être en hyper-centre, centre-ville suffit, mais effectivement des beaux boulevards, des belles avenues vitrées. Et après, pas besoin de travaux, hein. Il y a 1 million de locales dispo dans la grande majorité des villes. Donc après, en fonction de la ville, on va avoir des loyers. Actuellement, on a des loyers qui sont entre 500 et 2700 € par mois. Ok. Et 500, ça va être une petite ville dans les Yvelines. Et le 2700, ça va être pour Annecy et Genève. Ok. Et donc aujourd'hui, vous en avez un Ouais. avec ton associé. Le but, c'est quoi? C'est de le franchiser? C'est que vous ouvriez tout? C'est quoi vos objectifs là-dessus? Voilà, donc justement, à la base, on voulait développer le réseau en succursale. Et finalement, quand on a vu qu'on avait vraiment un produit qu'on pouvait lancer à l'international complet, parce qu'en fait ça marche partout, quoi. Partout les gens fument, on peut lancer un laser rapide. Il y a même un projet de lancer un joyeux laser au Canada, au Québec. Mhm. On a dû franchiser le Ouais, nom. joyeux. Et donc là-bas, il n'y a pas tant que ça de problème de cigarettes. Enfin, il y a 2 fois moins de fumeurs qu'en France. Par contre, il y a beaucoup... en fait, là-bas, il y a beaucoup plus le cannabis. Parce que Ok. c'est légal. D'accord. Il y a beaucoup plus. Donc là-bas, on fait un branding qui est beaucoup plus axé sur le cannabis, tu vois. Et donc, on s'est dit, mais en fait, là, on a un produit qu'on peut vraiment faire connaître mondialement, quoi. Ouais. Et donc, on s'est dit, ok, on veut un développement rapide. Donc, on a lancé le système en franchise en février là, de cette année, en Ok. février 2025. Et donc là, on a une vingtaine de signatures. Et le but, c'est qu'en 2026, on puisse attaquer l'Europe. Donc à la fin de l'année 2025, il y en aura à peu près une vingtaine déjà de laser-rapis en Ouais. France. Ouais, ouvert. Et puis, normalement, fin de l'année 2025, on aimerait bien relancer parce qu'on fait des sessions. Puisque Ouais. nous, ce qu'on fait, c'est on veut voir chaque personne. Et donc, en fait, on rencontre les personnes en physique, quelque part en France, en fonction de où on est. Et on fait des sessions. Et je pense qu'on va refaire une session fin d'année 2025 et le but, ça serait de doubler ça. Ouais. Ok, et donc s'il y a une personne qui nous écoute, là, qui est un petit peu entrepreneur ou entrepreneuse dans l'âme, qui a un petit capital, qui a envie d'ouvrir elle aussi son laser-rapis, comment ça se passe? Bah, elle peut nous contacter sur la franchise Laserapie, sur le site. Ouais. Et après, ça va être uniquement est-ce que la ville est dispo ou pas, parce que c'est le gros sujet. On reste une franchise qui est assez jeune, donc ça va être un désavantage, parce qu'effectivement, t'as pas 10 ans t'es pas basic fit, quoi. Mais l'avantage quand même, c'est qu'on a encore des villes sympas qui sont dispo. Ouais. Donc c'est l'avantage d'une franchise qui est assez jeune. Et après, effectivement, nous on fournit business model, prévisionnel. On se rend compte absolument physique. Ça c'est indispensable. Il y a Ouais. trop de gens qui me disent non mais on fait un Google Meet. Non mais en fait non, t'as pas compris, on part pour 7 ans quoi. C'est pas voilà. Pourquoi Évidemment, 7 ans? c'est le classique contrat de franchise. Ouais, parce que eux, derrière, ils se font financer sur 7 ans sur leur local, non? En fait, les gens, on a un tiers des gens qui vont faire financer avec un prêt pro. Ouais. Puisque le montant pour lancer un laser rapide va être d'environ 45K. C'était justement la prochaine question. Combien ça coûte? Combien ça rapporte? Donne-nous un peu les chiffres. En fait, tu vas pouvoir calculer, enfin nous, le prévisionnel qu'on fournit va être dépendant du nombre d'habitants de la ville. À partir de là, on va déduire le nombre de fumeurs de la ville. Et à partir de là, on va déduire combien de séances on peut faire par jour en moyenne. On a un seul produit, c'est une séance laser-rapide qui se vend 200 €. Dans les villes comme toutes les grosses villes de France, comme Toulouse, comme Lille, comme même Reims, Strasbourg, on sait qu'on va être complet, il n'y a aucun doute là-dessus. On sait qu'on marche dans les villes de plus de 50 000 habitants. C'est pour ça d'ailleurs qu'on sait qu'on va pouvoir ouvrir dans 130 villes en France, puisqu'il y a 130 villes de plus de 124, je crois exactement, de villes de plus de 50 000 habitants. En dessous, on préfère pas. On refuse les demandes en dessous de 50 000 habitants parce qu'on ne veut pas avoir de gens qui galèrent dans le réseau. On veut avoir que des gens qui cartonnent. Ouais. Et pour répondre à ta question, pour une ville intermédiaire, entre 50 000 et 100 000 habitants, on sait qu'on va pouvoir faire en moyenne entre 5 et 7 rendez-vous par jour de moyenne, sachant qu'on peut en faire 10 au max. Ouais. Donc on va être sur un taux de remplissage de 60% en moyenne. Tu fais ton nombre de rendez-vous moyen par jour, fois 200, fois le nombre de jours ouvrés, et tu vas arriver en général à des chiffres d'affaires entre 20 et 30 000 € par mois.
D'accord. Ouais. Et là-dessus, on va marger à 95% de marge brute. T'enlèves ton loyer, ton salarié, ta compta, tes assurances. Et il y a le chiffre En fait, c'est d'affaires. hyper rentable. C'est hyper rentable. Ok, hyper ok, rentable. ok. Et ben, c'est hyper intéressant. Concernant un petit peu du coup la chaîne des garages automobiles, est-ce que tu veux en parler un petit peu plus? Est-ce que tu es sur un gros développement ou est-ce qu'au contraire tu freines, tu es plutôt sur une vente? C'est quoi un petit peu l'optique avec ton associé là-dessus? C'est quoi les chiffres que ça donne? Dis-nous un petit peu plus. En fait, ouais, je vais faire un comparatif qui est très intéressant. C'est que pour qu'un laser rapide soit rentable, il faut faire un rendez-vous par jour. C'est-à-dire Ok, que c'est ton rien. premier rendez-vous te paye tes charges, ton deuxième, les 200 € de plus, c'est du bénéfice. Ok. Pour qu'un centre de réparation soit rentable, nous, on est payé par les assurances. Mhm. Ce qui veut dire qu'on est payé en moyenne 3 mois plus tard. Oh, Ce qui veut l'enfer. dire qu'il nous faut 3 mois de trésorerie d'avance. Euh, En termes de charge mentale, ça n'a rien à voir, tu vois. Moi, la première fois qu'il y a un mec qui est venu chez Laserapy qui m'a payé cash, enfin vraiment directement, ouais, je vous paye maintenant, ça m'a fait bizarre. J'étais tellement habitué à être payé 3 mois après que les mecs viennent et ne payent rien Ouais. et partent avec la presta effectuée et qu'on soit payé, Inch'Allah, dans 2 mois, tu vois. Je me suis dit, là, ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, ah, on est payé maintenant en fait. C'est Ouais, génial. ça c'est un jeu. Et Mais en donc- fait, c'est exactement comme dans l'IMO. Quand tu trouves ton client ou quand tu as terminé de rénover ton bien, tu sais que 3 mois après, tu vas avoir l'argent. Donc, tu as toujours un décalage qui est un peu chiant de 3 mois. Mais Ouais. c'est vrai que tu l'as pas dans dans Ça les... choque quand t'as l'argent tout de suite. Moi, ça m'a fait trop bizarre. Mais du coup, pour répondre à ta question, les garages, on a un développement qui, soit on va stabiliser sur les 10 centres, Ouais, soit on va en ouvrir quelques-uns s'il y a des belles opportunités comme des rachats de concurrents, des liquidations, ce genre de choses. ouais. Mais on va avoir un développement qui va être beaucoup plus stable parce que le but, c'est d'avoir des boîtes quand même long terme qui vont rester dans le futur. Et en fonction des villes aussi où on peut ouvrir. Mhm. Je sais que par exemple à Toulouse, on peut en ouvrir un troisième. Ok. Donc on n'est pas contre l'opportunité d'en ouvrir un troisième, puisqu'il y a la demande. Mais sinon, à part ça, en fait, c'est surtout la charge mentale, quoi. C'est vraiment on regarde le rapport, le rendement, mais vraiment le taux d'emmerdement d'un business, c'est tellement plus important. Bah, c'est assez facile à voir, quoi. Quand je vois que j'ai 40 salariés, Sur les lasers et sur les garages, juste sur l'automobile. juste sur l'automobile, 40 salariés. Ouais, j'ai une salariée pour le laser. C'est normal, Ouais, ouais, il ouais. suffit de. Ouais, il suffit d'une seule Il personne. suffit d'une seule personne. Donc ouais, donc ça n'a rien à voir. Et quand je vois que j'ai des arrêts maladie depuis plus d'1 an, que j'ai des conseils de prud'homme, que j'ai des... Enfin, Ouais, classique quoi. je paye énormément D'URSSAF. d'URSSAF. L'URSSAF surtout, ouais. Là pour le coup, l'URSSAF tape très fort. Parce que... En fait, je me suis rendu compte qu'il y a tellement de lois sur sur les salaires en France. C'est-à-dire que tu vas avoir des exonérations qu'on appelle l'exonération Fillon, par exemple, où moins tu payes quelqu'un, plus tu es exonéré d'URSSAF, et Mhm. plus tu veux l'augmenter, plus ça va te coûter cher, en fait. Et donc, en fait, tu trop pas envie d'augmenter les gens. Parce qu'en fait, dès qu'ils sortent de ce seuil-là, tu veux lui donner 1 euro, il faut que tu en sortes 2, tu vois. Et puis même lui derrière, il va payer plus d'impôts sur Ouais, le revenu. En plus. Donc c'est la double peine. En plus. Mais alors que tu payes quelqu'un le SMIC en France, Ouais. ça coûte pas très cher en URSSAF. Tu vas avoir un abattement, tu vas avoir très peu de charges. Ça va te coûter, il me semble, 1,6 € par euro que tu lui donnes, tu vois. Ouais. Et ça va très vite tourner en 2 € dès que tu veux l'augmenter, tu vois. Ouais, c'est hyper chiant. Ouais, 1 euro, dès que 1 euro en compte 2, c'est très très dur d'augmenter les gens. Après, ton associé, il a 24 ans, je crois que c'est ça? Même moi, hein. Moins 23 ans? Je sais pas exactement. Non, 21 il me semble. Hein. Ok, 21 ans. Je dirais- Et lui, gérer les 40 salariés, c'est un truc qu'il kiffe? Pas du tout. C'est moi qui m'occupe de la partie opérationnelle. Ok, d'accord. Lui, il fait tout ce qui va être les pubs, la stratégie, tout le reste? Ouais, la stratégie, le marketing digital, ça, on est en train de le déléguer. C'est la seule chose que les dirigeants font, c'est gérer le marketing digital. Mais on est actuellement en train de déléguer cette dernière chose qu'on gère encore nous-mêmes en prenant un gars en com et qui Ouais. va gérer la communication de la boîte, qui Donc, va gérer les ads mais et qui va gérer la com. Tu le gardes en interne? Ouais, en Ouais, télétravail. c'est ça, parce que je me disais aussi, moi j'ai fait plein de boîtes de com, pareil aussi, je fais de la Ah oui, pub c'est pour pour ça, d'autres non, trucs. ça jamais de la vie. C'est- Ça, c'est- jamais de la vie. Enfin, en trouver une bonne, Jamais de la vie. très compliqué. Non, non, en fait, nous, on veut un mec qui a limite zéro connaissance, en fait. Hein. Ouais.
idéalement, un mec qui peut effectivement s'y connaître un peu en design, avoir des notions en community management, comme ça, effectivement, il peut apporter des choses. Ouais. Mais nous, on veut un mec, on veut un cerveau frais qu'on peut former de A à Z sur les ads, quoi. Parce que je sais pas ce qu'ils leur apprennent en école de commerce, mais nous, on sait comment faire pour que ça marche. Donc, on veut le former à 100%, quoi. Ouais, je vois. Ok, il y avait juste un petit passage où on a un petit flou. C'est que du coup, comment t'es passé de ta chambre à Rennes? Ouais, on a sauté On a sauté un petit passage. La partie du million. Bah exactement, t'es dans ta chambre à Rennes, tu récupères 8 000 € sur ton premier client, t'as beaucoup de trésorerie pour envoyer un petit peu du capital dans tes chaînes de garage. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce laps de temps? Qu'est-ce que t'as fait? Ouais, Dis-nous alors, donc je te dis, je me suis expatrié très vite en Estonie, à Tallinn. Très belle ville d'ailleurs, un peu froid l'hiver. Mhm. Mais je t'ai dit aussi que j'avais développé une communauté à l'époque sur TikTok. C'était vraiment l'explosion totale de TikTok. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je parlais d'argent, de make money, de toute la niche autour de l'investissement, etc. Et c'était à ce moment-là qu'il y a eu l'explosion un peu de TikTok. Aujourd'hui, tu vois, sur TikTok, il y a tous les métiers du monde. Ouais. Tu as des docteurs, des avocats, voilà, c'est normal. Et donc, j'ai commencé à me faire rémunérer avec des posts sponsorisés. Et de là où je pouvais toucher 8 000 € avec une vente immobilière qui me prenait 3 mois, là, j'ai commencé à toucher des 15 000 par TikTok qui me prenait 10 minutes à faire. T'es devenu influenceur. Je suis devenu influenceur. Je suis devenu influenceur. Et donc, en fait, je me suis mis à prendre sur la société estonienne des 100K par mois, quoi. 100K par mois parce que du coup tu faisais de la pub via tes réseaux sociaux parce que tu avais du monde, mais c'était qui tes clients et qu'est-ce que tu vendais Il y avait des brokers, il y avait des... Des brokers, c'est des solutions de trading? Pour le coup, Non. moi, celle que j'ai en tête, où on a fait un très très bon... je me rappelle, j'avais fait plus de 500 000 vues sur un TikTok, donc ils étaient ravis. C'était un broker qui fait, s'appelle, je sais pas si je vais le nommer, mais Freedom24, qui font des investissements des IPO. D'ailleurs, il faut se positionner sur l'IPO Kraken en 2026. Ok. Oui, on note. Je sais pas si les gens auront le temps de regarder tout ça et se positionner. Je pense que c'est la plus grosse IPO à venir, l'IPO de Kraken. Ouais. Ouais. Ok. Et donc, du coup, tu étais rémunéré parce que tu avais des gros réseaux sociaux qui marchaient bien par plein de boîtes qui voulaient passer par tes services pour leur faire de la pub. Et c'était quoi la rentabilité? T'as fait ça pendant combien de temps? Quelle marge t'as pu dégager? Ouais, alors moi, j'aime bien faire toujours qu'une chose à la fois. Je pense que quand tu as plusieurs business, c'est très très compliqué. Et donc effectivement, je me suis concentré beaucoup sur les réseaux sociaux. Mhm. J'avais 100% de marge. J'ai commencé à vendre un produit digital aussi. C'est ce que tout le monde faisait. Et donc je vendais un accompagnement que je vendais 600 €. Ouais. C'était pas très cher puisque c'était en direct avec moi. Là, ce que personne ne fait. Personne vend un accompagnement à 600 € où tu es avec le mec en direct. Généralement, c'est beaucoup plus cher. Ouais, le prix me semblait ok. J'en ai vendu une vingtaine, tu vois, donc mine de rien, ça fait pas mal d'argent. Mais voilà, en fait, je me suis vraiment orienté sur les réseaux à fond. À l'époque, il y avait aussi les robots de trading qui marchaient extrêmement bien. Robot trading, mais aujourd'hui, on le voit, c'est en pleine polémique. C'est des espèces d'influenceurs un peu douteux à Dubaï qui promettent des gains un petit peu incertains. C'est exactement le même business avant ou pas Ouais, du tout? je sais que ce qui tourne beaucoup en ce moment, qui est en train de s'arrêter là, c'est tout ce qui est affiliation trading. Ouais. C'est vraiment le fait de prendre ils prennent des coms à chaque fois qu'il y a des mecs qui souscrivent avec leur lien d'affiliation, Ouais. ce qu'on appelle le CPA. Moi, c'était pas ça du tout, hein. Moi, c'était vraiment un produit financier qui allait te rapporter tant d'argent par mois. Ouais. Et moi, je prenais une com de parrainage, comme il y a sur Boursorama ou autre, et ça rapportait un gros montant. Ouais. Ça rapportait des montants de fou. Et je faisais aussi de l'affiliation d'ailleurs sur des plateformes de compte titres et autres. Enfin, l'affiliation, ça a toujours été un Le excellent Fortunéo, business. le Boursorama, le Ouais. classique là. Ouais, Fortunéo, Boursorama. Pour ça, j'ai pas trop fait parce que je n'étais pas résident français, mais je faisais surtout tout ce qui était. Il y avait le plus gros courtier. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Trade Republic, Ouais. Revolut, etc. À l'époque, c'était DeGiro, Oui. qui était vraiment le top. Je me rappelle, je faisais énormément d'affiliations avec DeGiro. Enfin voilà quoi, des produits d'affiliation. Et mine de rien, ça rapportait des 20-30 000 € par mois, hein, ce genre de. Donc voilà, et en fait, à faire des mois à 100, 150, 200, 250 000. En Estonie? En Estonie, il y a 0% d'impôt sur les sociétés. Ah, Il n'y a pas d'objet social. Ta boîte, tu fais absolument ce que tu veux. L'expatriation en Estonie, j'avais fait une vidéo sur YouTube à l'époque, qui est toujours valable. C'est comment s'expatrier en 7 jours en Estonie. Et en fait, c'est très simple, hein. Tu te prends un Airbnb,
juste pour te trouver un appartement. Il te faut un appartement, il te faut une résidence là-bas, ce qui est normal. Et à partir du moment où tu as ta résidence, tu as un bail meublé, signé. Tu vas demander ta carte d'identité que tu obtiens vraiment en 48 heures. Ça va vraiment 40 très très vite. La carte d'identité en 48 heures. Ouais, ça va très très vite. Tu l'as à la police estonienne. En fait, tu y vas, ils te font un scan du visage et tout. Je l'ai fait ça il y a 5 ans, hein, je me souviens plus trop, mais tu vas à la police, tu prends rendez-vous, etc. Tu fais le scan, tu obtiens ta carte d'identité, qui est une carte au début de résidence temporaire. Ok. C'est au bout de 5 ans ou 6 ans que tu obtiens ta résidence permanente. Ok. C'est au bout de 8 ans que tu peux avoir le passeport, tu vois. Enfin, il y a plusieurs niveaux. Mais au début, effectivement, la carte de résident temporaire te permet d'avoir la résidence fiscale et de vivre comme un résident estonien normal. Tu as la nationalité française, mais tu as la résidence estonienne, tu vois. Hmm. Et à partir de là, tu peux ouvrir société, compte bancaire, en ligne, en 1 heure, tu vois. Ok. Je me rappelle, j'avais pris un comptable qui était russe, et je lui avais dit, ouais, il faut qu'on se rencontre pour qu'on crée la boîte, etc. Il m'a dit, arrête de me faire chier, va sur le site, c'est rik.ee, fais le formulaire, et tu auras ta boîte. Avoir une SAS en Estonie, c'est plus facile qu'avoir une micro en France. Ah ouais, c'est ce que je suis en train de me dire, mais ça va aussi vite que commander un Uber Eats en fait. Ouais, tu payes un Apple Pay à la fin, les 192 euros de frais, je crois que ça a monté à 240 là, mais... Et du coup, ce passage-là, c'était quoi? C'était de tes 19 ans à tes 22, 23 ans? Ouais, 19 à 23 ans, ouais. En fait, je sais que j'ai commencé à lancer les sociétés automobiles à 23 ans, donc... Ouais, donc de 19 à 22 à peu près. 19 à 22, 19 à 23. En fait, ça s'est fait en parallèle, ça s'est un peu chevauché, même si j'ai arrêté complètement TikTok il y a de ça 3 ans, donc comme je t'ai dit, j'aime bien faire quelque chose à la fois. Ouais, jusqu'à 23 ans. Ouais. Mais je pense que tout le monde se pose la même question là maintenant. De 19 à 22, 23, tu prenais des 80, 100 000 euros par mois sur une société qui n'avait pas d'impôt. Tu étais très heureux dans ce pays-là. Pourquoi tu es revenu en France? Pour avoir des salariés, pour avoir des prud'hommes, payer l'URSSAF et compagnie. Qu'est-ce qui te manquait là-bas ou c'était quoi la mentalité? C'est vrai, hein, quand je vois que la société elle a payé une somme à 6 chiffres en IS l'année dernière. Ouais. Parce que oui, si tu reviens en France, c'est pour faire les choses correctement. J'ai la possibilité d'être expatrié légalement. Encore une fois, il y en a plein qui vont parler de solutions, de sociétés offshore, de LLC cachés. Faut pas faire ça. C'est tellement facile de s'expatrier légalement et d'avoir 0% d'impôt totalement légalement que voilà. Donc pourquoi est-ce que tu vas revenir Bah c'est ça, en France pourquoi t'es revenu? pour faire les choses légalement, payer une tonne d'URSSAF, Bien sûr. payer une tonne d'IS, payer une tonne de TVA? Et surtout, tu étais dans un business en ligne où tu n'avais aucun collègue, pas de problème, tout allait bien. Là, tu es business physique, des loyers à payer, des salariés qui sont malades, les pauses pipi, les machins et tout. Ouais, on a dû réguler les pauses, je me rappelle. On a dû réguler les pauses. Pourquoi tu es revenu en France? Parce que les gens font que de fumer. Donc, ouais, non, c'est un truc de fou. Toutes les heures, ils sortaient fumer et tout. Donc, on a mis dans le règlement, on arrête les pauses toutes les 30 minutes en fait. Donc, ouais, donc c'est des problèmes. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que je me suis rendu compte que quand tu regardes tous les mecs sur YouTube, sur TikTok, etc., il n'y en a aucun qui a un business long terme. C'est-à-dire que tu peux prendre n'importe quel business, que ce soit l'e-com, que ce soit l'OFM, que ce soit La formation? les ventes de formation, ouais. Moi, je peux y croire que la vente de formation va durer, allez, 5 ans, ça me paraît ok pour certaines formations bien placées. Ouais. Mais à part les mecs qui vendent des formations, et encore, faut continuer à être présent, créer du contenu, etc. Je me suis assez vite rendu compte que si je voulais construire des sociétés qui ont une valorisation, qui en plus vont dégager du cash flow chaque mois, le business physique c'était exceptionnel pour ça. Donc en gros, ta réflexion c'était ok, j'ai fait quelques millions, je suis très content en Estonie, mais j'ai envie de revenir en France pour faire pas quelques millions, mais faire des dizaines, des centaines de millions. L'avantage énorme de la France, c'est le levier bancaire. Ouais. C'est... On va en parler juste après. Il n'y a pas ça en Estonie, hein, on peut faire la transition. Il n'y a pas ça nulle part Nulle autre. part ailleurs. Il n'y a que la France avec... c'est un paradis bancaire. Ouais, c'est assez exceptionnel. Et il n'y a pas besoin d'être résident fiscal en France pour bénéficier de ça. Tu peux avoir un groupe de sociétés en France qui paye son impôt en France, avec une holding française qui paye son impôt en France, et c'est suffisant pour être finançable en France. Ouais. Parce que le banquier, c'est un banquier professionnel qui va du coup regarder les résultats des sociétés françaises. Faut pas commencer à mettre une holding à l'étranger ou quoi, ça va pas plaire aux banquiers. Enfin, ça peut fonctionner, hein, Je pense que ça va surtout pas plaire aux impôts. Non, ça peut être totalement légal. Ça peut être Ok. totalement légal. Après, encore une fois, ça n'a aucun sens d'avoir une holding en Estonie
si elle détient 5 sociétés en France. Oui. Ça n'a aucun sens. Par contre, si effectivement tu as une holding en Estonie et qu'il y a 3 sociétés estoniennes filiales et il y a une société en France, une société en Italie, oui, Mhm. ça fait sens d'avoir une holding qui n'est pas en France. Ça n'a aucun sens qu'elle soit en France d'ailleurs. Donc Ouais. en fait, quand ça fait sens, tu fais ce que tu veux, mais quand ça fait pas sens, oui, il faut arrêter de. Donc là, aujourd'hui, la société de garage, la franchise d'arrêter la clope, tout ça, c'est en France. Non, Et pas, du coup- pas la franchise de laser. Pas la franchise laser. Ouais, on a une volonté d'avoir des franchisés dans le monde entier. Ouais, Donc, pour la faut- développer Il internationale. faudrait être fou pour l'avoir positionné en France, ça c'est sûr. Ok, j'imagine. Est-ce que tu as fait un petit peu d'immobilier, pardon, un petit peu de ta foncière qui rachète les entrepôts de ta chaîne de garage? Ouais, ce qu'on a décidé de mettre en place, c'est qu'effectivement, pour lever des fonds, Ouais. on a décidé de séparer complètement les SCI qui vont détenir les prêts et qui vont acheter les biens des sociétés d'exploitation afin de vraiment faire une ligne drastique entre ça. En plus, la banque peut effectivement prêter une SCI et regarder le bilan d'une SAS qui n'a rien à voir. Ouais. Ça, c'est un avantage de fou. Et effectivement, c'est toujours mieux quand la SCI est détenue par la SAS en question, etc. Mais le but, c'est de trouver un bon arrangement avec le banquier, où effectivement, lui, il est totalement sécurisé d'un point de vue caution, etc. Et d'un autre côté, tu peux avoir une holding, effectivement une foncière qui va détenir toutes tes SCI qui vont, elles, emprunter. Et tu peux te développer, on t'a dit 10 millions, tu peux te développer à 10 millions en France, ouais. Ok, parce que du coup, c'est quoi tes objectifs un petit peu financiers sur l'effet de levier? Ton effet de levier, comme tu disais en France, c'est pourquoi? C'est pour racheter des boîtes ou alors c'est pour racheter de l'IMO? Non, ça me... J'y ai réfléchi. Est-ce que c'était intéressant parce que des transmissions d'entreprise, rachats, etc. Euh, Aujourd'hui, non, je me concentre vraiment sur la partie immobilier parce Mm. que c'est vraiment le domaine où tu peux te sécuriser. Tu peux être vraiment set for life, quoi. Si tu as 10 M d'immobilier. Tu sais, il y a toujours cette crainte de tout perdre, tu vois. Tous les entrepreneurs qui ont gagné leur argent un peu trop facilement, En ligne surtout. en ligne surtout. Il y a une vraie différence. Moi, je vois tous les personnes qui font des business en ligne, ils ont tous peur à un moment de se dire « Ah, ça va s'arrêter, je vais tout perdre mon argent. Ouais, complètement. » Et ceux qui font du business physique, ils n'ont pas cette peur-là. Hein. Non, bah non, Parce que qu'ils enfin, sont dans le physique, les murs, personne va te prendre tes murs. Voilà. En fait, dans le physique, tu peux avoir cette peur-là. Si jamais ta boîte peut se crash, il faut savoir qu'une boîte, Oui, oui. moi je pense que Il y a un Covid demain, ta chaîne de garage automobile, elle marche plus. Ouais, voilà, complètement. Et c'est pour ça, faut faire attention. Les business, c'est que des business. Par contre, effectivement, dès que tu commences à acheter tes locaux, acheter tes murs, Ouais. là déjà, bah, ça se crache. Tu as toujours le mur qui peut te rapporter tant par mois, qui est valorisé tant, que tu peux vendre, qui est liquide, etc. Bon, plus ou moins, ça reste, Mhm. ça reste un actif qui est à juste, comme la bourse. Hein, moi j'aime bien avoir les deux. Mais non, dès que tu commences à avoir pas mal d'immobilier, etc., ouais, là tu te sens mieux en fait. Tu mentalement. dormais la nuit. Et du coup, c'est quoi tes objectifs c'est quoi? C'est racheter. Là, je crois que tu as à peu près une dizaine de garages. C'est quoi? C'est racheter les 10 entrepôts, Ouais. en racheter 10 autres. C'est quoi Ouais. les objectifs IMO? L'objectif numéro 1, c'est d'être propriétaire de ces murs. Ouais. Et déjà être propriétaire de 10 bâtiments qui valent en moyenne 500 000 euros chacun. C'est un bon premier step Ok. qu'on est en train de faire actuellement. Aujourd'hui, t'en as à peu près combien? 4. T'en as 4 et ils sont à peu près tous valos 500? Ouais, dans cet ordre-là. Ouais. Ouais, il y en a à 300, il y en a à 700. Ok. Et tu les as fait financer avec le banquier derrière, il a pris une caution ou il a pris une hypothèque? Est-ce que tu sais? Alors, pour le montage, je sais que pour le premier, on a dû se mettre caution perso, Ouais. ce qu'on n'a pas eu besoin de faire pour la suite. Je crois qu'il prenait une hypothèque sur les autres. Ouais. Il n'est pas allé voir du tout les organismes de caution comme la SACEF, comme la CAMCA. Il allait Si, prendre c'est des hypothèques. Là, pour le coup, au Crédit Agricole, c'était la CAMCA, ouais. Ouais. Alors, parce que justement, je vais t'en parler et on pourra en parler un peu en off aussi après. Si tu veux vraiment accélérer vite en IMO, il y a 1001 solutions et il y Ouais, en je a pense, une. ouais. Il y en a une pour toi. Si par exemple, tu en as très peu en hypothèque, mais beaucoup sous SACEF, CAMCA, des organismes de caution, c'est que par exemple, mettons que tu as 4 bâtiments, les 4 ils valent 500 000 euros. Donc tu as entre guillemets 2 millions de patrimoine. Alors aujourd'hui, ça appartient à la banque parce que tu ne les as pas fait financer il y a si longtemps que ça. Sauf que tu peux, si tu veux, te les refaire financer une deuxième fois avec une banque qui va mettre une hypothèque par-dessus Ouais. et qui va t'envoyer 60, 70%, 80% de la valeur de tes biens. Donc si aujourd'hui tu en as pour 2 millions de biens IMO,
tu peux te refaire financer pour quasiment 1 million, 1,5 million. Et 1 million, 1,5 million, tu auras du coup un deuxième crédit là-dessus. Ouais. Donc si tu as ces sociétés d'exploitation, elles marchent bien, elle va pouvoir payer le crédit. Sauf que demain, tu peux arriver avec 1 million, 1,5 million de cash que tu peux disposer de la manière dont tu veux. Donc tu peux t'acheter un bateau en Corse, ou alors tu peux t'en servir pour racheter de l'IMO Ok. derrière. Excellent. Tu refais financer des choses. C'est une technique, les Américains font tout ça. Ok. En France, on le fait très peu. Je savais que là, pour les 4 premiers biens, Ouais. je me suis dit on va faire simple, on va aller chez le banquier, on va faire les choses simplement. Mais c'est comme tout dans la vie, et spécialement en France, il y a 1 million de choses à faire que Ouais. personne t'apprend, quoi. Moi, j'accompagne beaucoup de personnes à se refaire financer des biens, à solder une partie du patrimoine pour garder que du cash, pour derrière se refaire financer derrière. Mais ça, on en parlera un petit peu plus. Mais oui, si tu veux vraiment accélérer ta croissance en IMO, refaire financer ou resolder des trucs, c'est vraiment la clé. Et si tu veux avoir les 10 millions de patrimoine IMO, honnêtement, si tu en as à peu près 2 aujourd'hui, en 2-3 ans, c'est fini. Ouais. En 2-3 ans, tu peux arriver à 10 millions. Let's go. Mais on en parlera peut-être un petit peu plus en off. Toi, est-ce que du coup, tu étais intéressé pour... du coup, si tu es revenu en France, c'est pour maximiser un petit peu ta valeur. Pas rester sur 2, 3, 4 millions de business en ligne, mais vraiment avoir des grosses valeurs. Ton objectif derrière, c'est quoi? C'est de revendre toutes les sociétés? C'est de faire quoi? C'est de faire les 100 millions? C'est quoi ton objectif En fait, derrière? pourquoi pas revendre un jour, mais c'est pas le plan. Le plan, c'est que c'est toujours bien d'avoir des sociétés qui ont une valeur, qui sont là. Ça reste un actif, mine de rien. Ouais. C'est des fonds de commerce qui peuvent se revendre et qui servent à se faire financer demain. Aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment les sociétés automobiles. Si c'était à refaire, est-ce que je le referais? Probablement pas, parce que c'est 1 million de soucis quand même, c'est 1 million de galères. Et maintenant, je fais beaucoup plus attention à la charge mentale, au taux d'emmerdement. Et là, l'objectif, c'est clairement de développer un business comme Laser-Rapid, qui est le business le plus simple en termes de charge et en termes de gestion à avoir. Et après, à côté de ça, création de contenu sur les réseaux, c'est les 2 business qui me vont très très bien, quoi. C'est vraiment un business en ligne, un business physique, pour moi, c'est parfait. Qu'est-ce que tu veux vendre en ayant une présence sur les réseaux sociaux? C'est quoi? C'est des conseils financiers comme tu le faisais avant? C'est des conseils sur de la franchise? C'est des conseils sur quoi? Tu me conseilles de m'orienter sur quelle niche? Bah, Je sais que moi, le domaine qui me plaît le plus, c'est de parler de tout ce qui est expatriation. Là, actuellement, moi, j'aime beaucoup le système des cartes bancaires, des cartes de crédit. Tu sais, j'ai la Amex Centurion française. ouais. Et je suis en train de choper une Amex américaine qui devrait débloquer 4 fois plus de points. Et ben justement, Et je voulais ce en... domaine-là, avec l'expatriation, sache que sur ma Amex, là, en points, j'ai l'équivalent de 3 allers-retours Paris-Dubaï en first que je peux me faire gratuitement. Ok, et Juste- Alors, j'ai rien fait de spécial. Ok, on va faire un cas concret. Cas concret. Cas concret. Moi aujourd'hui, j'ai une carte bancaire classique, j'ai la Gold du Crédit Agricole. Quelle erreur. Que tout le monde a... Enfin, Quelle voilà. erreur. Ouais, je dépense en perso, je dépense sur la boîte parce que j'ai plein d'activités IMO. Qu'est-ce que tu me conseilles? Alors, ça, en fait, tu vas pouvoir tout simplement cumuler de l'ordre de... Même la Amex Platinum, tu vas prendre 1 point par euro dépensé. Ouais, C'est basique. Avec la Black, tu vas prendre 1,5 point par euro dépensé. ouais. Voilà. Et après, dis-toi qu'un Paris-Dubaï en first, Ouais, c'est 80 000 points Emirates, ok. pas Amex. Il faut que je dépense 80 000 euros avec ma CB perso pour pouvoir avoir un pari. Attends, parce que les points Amex n'ont pas la même valeur que les points Emirates. D'accord, oui. Et en fait, il y a 1 million de... Enfin, en fait, le système est un peu complexe, mais Mhm. globalement, quand tu fais une dépense, Amex te propose, est-ce que vous voulez rendre cette dépense gratuite grâce à vos points? Mhm. Et ça, l'erreur, c'est d'accepter ce truc. Parce que les euros que tu peux te faire rembourser sur ta Amex, ça vaut 7 fois moins que le fait de les transférer au bon moment sur la bonne compagnie aérienne. Tu peux te faire des firsts chez Emirates, Qatar Airways, Singapour, même Air France, il y a des trucs sympas à faire en faisant les transferts au bon moment avec la bonne plateforme. Ouais. C'est fou, mais globalement, un mec qui va dépenser... Le problème, c'est quoi? C'est que c'est en perso ou sur la boîte? Parce que moi, en perso, honnêtement, je dois dépenser entre 2 et 4, Non, mais- et 4 millions par mois en carte. C'est simple. Sur la boîte, je dois être à peut-être 10, 15 Ouais, par non, mois. Très simple. Tu prends une Amex perso pour ta boîte perso, une Amex business pour ta société Pour- business. C'est la même chose, Donc je me prends 2 Amex, une pour Ouais. la perso et une pour le pro. 100%.
Ok. Et est-ce que les deux points sont est-ce que les deux cartes sont dirigées vers le même... Non. Non. Mais après, c'est deux compteurs de points différents qui sont indépendants ou rassemblés, on s'en fout, quoi. Et à partir de combien ça vaut le coup? Parce que en perso, je dépense pas assez en cartes. Non, mais je vais Oh, te dire, ça va être très simple. La Ok. American Express Platinum, la cotisation mensuelle est de 45 euros. Tu Ok. vois. Avant, il y avait une condition pour l'avoir, la Platinum, il fallait gagner 60 000 euros par an. Ouais. Tu vois. Donc, être un bon salarié. Enfin, vraiment avoir un salaire pas déconnant, tu vois. Ok. Maintenant, il n'y a plus ça. Et je vais te dire un truc. La American Express Platinum, les 45 euros, tu les rentabilises, même sans parler des points ou autres, tu les rentabilises juste avec les avantages Amex, qui sont, tu peux te faire rembourser pour, je sais plus exactement, mais pour 400 euros de parfum sur telle boutique. Tu peux te faire rembourser pour 200 euros de resto par an. Tu peux te faire... en fait, tu as pas mal d'offres à activer et sans changer ton mode de vie ni rien, je te demande pas de dépenser plus. Hein, je te demande juste en te faisant rembourser des restos. Et c'est juste en dépensant avec ta Amex. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Mhm. Tu vas de base, en fait, te rembourser ces 50 euros par mois, tu vois. Le problème avec Amex, c'est que tout le monde la prend pas. Bah, maintenant, je trouve que quasiment tout le monde la prend. C'est ça qui est fou, c'est que tu vas à Carrefour, tu vas au Auchan, tu vas à Total, enfin, tout le monde prend la Amex maintenant. Les petits commerçants Non, n'ont pas. justement, il n'y a que Ouais. eux qui vont pas la prendre parce que, en fait, pourquoi est-ce que Amex est super intéressant? C'est que ça va prendre de l'argent aux commerçants, en fait. Au lieu d'avoir 0,02% de frais, lui, en encaissant une Visa, il va se prendre 0,4, tu vois. Il va se prendre 10 fois plus de frais, tu vois. Ok. C'est l'enfer pour les commerçants, les Amex. Pourquoi? Parce que l'argent, il revient dans ta poche à toi, en tant qu'acheteur. C'est hyper intéressant d'acheter avec une Amex. Ok, d'accord. En fait, il faut être fou pour ne pas acheter avec une Amex une grosse dépense, tu vois. Et En bah- vrai, tu veux dépenser 10 000 euros, prends-toi une Amex, prends ces 10 000 euros parce que tu vas te prendre 10 000 points. Et ben, je vais me prendre une Amex. Et je t'ai dit qu'après, les points avec les Amex et Emirates n'avaient pas la même valeur. Ouais. Euh, un mec qui dépense, ça peut être en business comme tu l'as dit, hein. T'as dit que tu dépensais combien? En pro ou en perso? Les deux. En perso, je dois être entre peut-être 2 et 4 par mois. En carte, parce que moi, je suis tous des virements pour le loyer, le machin, c'est que des virements. Tu te mets à demander des liens de paiement quand t'as une Amex aux gens. Et après, sinon, sur la boîte, lycée sur l'année, entre, je sais pas, 10 et 15 peut-être. Mais c'est pareil, je fais que des virements pour le notaire, pour les artisans, pour les agents IMO, c'est que des virements. En général, tu peux demander des liens de paiement aussi. C'est con, mais t'as vu les GMK qui payent leur voiture en Amex? J'ai jamais compris pourquoi il avait payé en carte. Bah parce qu'il se prend 400 000 points et qu'avec ça, il peut se faire une first toutes les semaines pendant plusieurs mois. Ok. En fait quand tu vois les mecs en first, personne paye ses first. Personne ne paye. En fait, il faut être fou pour payer une first, sachant que tu peux l'avoir gratuitement. Quand on dit first, ça marche pareil pour le business, ça Ouais, marche ouais. pareil pour les sièges. Quand je dis que là, en Amex en points, juste avec mes dépenses de cet été, je peux me faire 3 first, tu vois. Mais ça veut dire que je peux m'en faire 10 en business, tu vois. Mais qu'est-ce que je vais me faire chier à voyager en business, sachant que j'ai déjà pas assez d'avions prévus pour voyager en first, tu vois. Tu travailles trop, tu voyages pas assez peut-être. Ouais, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Ok. Non, mais voilà, en fait, le sujet c'était quel est le produit. Mais ça, personne ne le sait. Mais voilà, personne Enfin, ne le sait. moi je sais, j'ai des copains qui ont des Amex et compagnie, ils m'en parlent, mais quand je vais chez mon boulanger, coiffeur ou au bar du bas, l'Amex ils les prennent pas. Mais alors, déjà de 1, c'est pour ça que j'en parle sur YouTube, parce que je trouve que c'est un thème qui est super intéressant. Qui est peu abordé. Qui est peu abordé. Mais par exemple, tu vas en Suède. En Suède, la Amex, c'est la carte de base, tu vois, pour tout le monde. C'est juste qu'en France, c'est pas la carte la plus connue. Tu regardes, tout le monde a une Amex en vrai. Tu vois, Iman Gadzhi, Oui. il a une Amex Black US, une Amex Black Dubaï et une Amex Black des UK. Ouais. Tout le monde a une Amex. T'en as même plusieurs, dans plusieurs pays quand t'es bien structuré après. Faut avoir un petit peu de patrimoine, un petit peu de dépenses, Ouais, mais oui, je pense. Une Amex Platinum à 45 euros par mois, déjà, c'est Tu penses à partir de quoi c'est valable? À partir du moment qu'une personne Tout le monde. dépense 2000 euros par mois Non, mais en non, carte? Non, je te dis, la Amex Moins. Platinum est rentable pour tout le monde. Ok. T'es smicard, t'as une Amex Platinum, c'est rentable. Ok. Je te jure. Pourquoi? Parce que tu te fais un resto dans le mois, tu t'achètes forcément 1 ou 2 parfums dans l'année, tu rentabilises en fait comme ça. Ok. T'as des offres en fait que tu... Alors, faut penser à les activer, elles sont pas activées de base, mais t'as des sites comme, je sais pas si tu connais, Monsieur Porter, comment ça s'appelle Non. je sais pas, t'as des sites en fait où tu te fais rembourser à 100% les dépenses, tu vois. Ok. Et en fait, c'est fou. Moi, j'avais acheté des... Alors, dans les dépenses qu'il y a eu un Birkin à ma mère,
Il y a eu des Louboutins à ma copine, mais c'est des trucs en fait où les Louboutins ne m'ont pas coûté un seul euro, tu vois. Je fais une dépense, On moins enlèvera 700 cette partie du podcast pour ta copine. je me prends plus 700 derrière. Ouais, faudrait peut-être couper ça. Sinon, non, mais voilà. Bon, après, ça reste du vrai argent. C'est-à-dire que l'argent, Oui, si je le dépense pas pour ça, je le dépense pour autre chose. Mais, Ouais. mais en fait, bon, là, l'exemple, il est un peu abusé. Je suis pas en train de vous dire que vous allez avoir ça avec une Platinum. Mais ton Amex Platinum est rentable. Donc les gens tout le qui monde. font, par exemple, là sur cette chaîne on parle d'IMO. Je- Donc les gens qui doivent payer leurs travaux, t'achètes un T2, tu le refais, t'achètes un T3, t'es entre 40 et 80 000 balles Ouais. de travaux. Déjà, tu vas dire à tes artisans, c'est moi qui vais payer les fournitures. Ouais, alors ça c'est encore un autre truc, parce que du coup le montant du devis il dépend de qui achète les... Mais les artisans, tu leur dis, ok je vais te payer les 40 000 euros en carte. Mais tu mets 40 000 euros Oui mais après les artisans ils ont pas de TPE. Non, mais en fait, tu vas. Moi, je réfléchis pas trop, hein, je t'avoue, je suis pas en train d'essayer de tout optimiser ou quoi, parce qu'après, en fait, le but c'est que ça améliore ta vie. Oui, D'avoir oui, une non mais carte comme carrément, ça. je suis d'accord avec toi. Et donc, le but c'est qu'il faut pas que ça te prenne la tête. Moi, c'est juste un réflexe que j'ai maintenant, c'est dès qu'on me propose de payer par virement, Ouais. est-ce que vous pouvez me faire un lien de paiement? Tout le monde peut faire des liens de paiement. Même avec iPhone, tu peux faire des liens de paiement. Avec SumUp, tu peux faire des liens de paiement, tu vois. Ok. N'importe quel mec qui prend des virements peut faire un lien de paiement, tu vois. Des fois, ils vont être en mode ah mais ça me fait chier parce que je vais avoir 0,3%. Ou alors s'ils sont sur Stripe, ils vont avoir peu importe 3% de frais. C'est quoi? Je les prends les 3% de frais, tu vois. Mais moi Ouais. 3% en plus, je prends les frais. Dans tous les cas, si je dépense 10 000, mais je crois que j'avais fait le calcul que si tu utilisais bien tes points, de base en Amex, c'était à 1% de cashback si tu faisais le remboursement naturel, tu vois. Mhm. Mais ça montait à genre 7% si tu utilisais ça correctement, tu vois. C'est énorme. C'est débile. C'est énorme, c'est énorme. Pour revenir un petit peu sur ton sujet, sur toi, aujourd'hui, tu as 26 ans. 26. 26 ans, tu habites essentiellement à l'étranger, tu viens de temps en temps en France. C'est quoi tes objectifs financiers pour tes 30 ans? 26 ans, j'ai pas d'enfant, je suis pas vacciné, donc on va voir ce qu'on fait pour le futur. Overall, là, en fait, le but, c'est que j'aimerais bien atteindre un niveau de patrimoine Pour moi, t'es vraiment bien quand t'as 20 millions net. 20 millions de valorisation de société ou 20 millions Non, cash? 20 millions net. Non, mais que ce soit des boîtes ou que ce soit de l'immobilier payé ou que ce soit quand t'as 20 millions net. Tu peux être un start-upper avec une boîte qui vaut 20 millions et t'es payé 3 000 Non, mais balles par pour mois. moi, est-ce que tu peux la payer, est-ce que tu peux la vendre en un mois, tu vois? Non, bah non. Voilà, 20 millions liquide net. Donc 20 millions de patrimoine IMO ou 20 millions de patrimoine IMO / bourse / cash? Ouais, en bas, personne n'a 20 millions en cash, c'est évident. Mais si tu as 20 millions répartis à 30% en cash, 30% en bourse, 30% en immobilier qui est payé à 100%, là je me dis, mais pour moi c'est le niveau que je veux atteindre. Dans combien de Et- temps tu seras à 20 millions? 30 ans. Dans 30 ans ou Non. à tes 30 ans? À 30 ans, Dans 4 ans? c'est ça. C'est quoi les stratégies pour aller choper tout ça? Ça c'est intéressant parce que c'est une question qu'on se pose pas assez. Bien sûr, En fait, tout le monde a un objectif, mais personne va se mettre sur ce tableau blanc et dire, ok, je veux atteindre tant. bien sûr. Décomposer ça en objectif annuel, décomposer ça en objectif trimestriel, décomposer ça en objectif hebdomadaire. Et en fait, personne ne fait ça. Mais pour moi, faut clairement. En fait, tous les business marchent. Ouais. 100% des business fonctionnent. Tu peux lancer n'importe quel business, ça fonctionne, tu vois. Donc, ce qu'il faut faire, c'est t'orienter vers la bonne industrie. Parce qu'une bonne industrie, ça change tout, quoi. Ok, t'as pas répondu à la question. C'est quoi tes stratégies pour arriver aux 20 millions là? Dans 4 ans, je sais pas à combien t'es rendu, je sais où est-ce que tu vas aller. Les 20 millions. C'est quoi les strates? Je t'ai dit qu'on développait la franchise Lazerapi. Ouais. C'est une franchise, ça se valorise comme un SaaS en termes de multiples, grosso modo. Ah ça c'est x7? Tu vas être entre x6 et x8. x6, x8, une franchise? Ouais. C'est sûr? Bah, Ok. c'est des revenus hyper réguliers, hein, t'imagines? Ouais bah... Je parle du franchiseur. Oui, du franchiseur... Déjà un franchisé, il a une boîte qui a une valeur, mais le franchiseur, il a une société où les revenus sont hyper clairs, quoi. T'as du MRR, en fait. Donc, Ouais. ça se valorise très bien. Et bon, après, tu peux faire le calcul ce que ça fait s'il y a 100. Donc en fait, si tu fais 2,5 millions de résultats sur ta société Lazerapi, elle sera valorisée quasiment 20 M. Non, moins. Plus de Non, 10, enfin... ouais. Non, il faut que tu fasses 3-4 millions de résultats pour qu'elle soit valorisée 20 M. C'est ça, et après tu peux décomposer pour avoir 3-4 millions de résultats, il faut que j'ai
tant de sociétés, etc. Ça serait plus rapide d'avoir cette valorisation-là en ouvrant moi-même les centres, Ouais. parce qu'effectivement, quelque part, je touche que des royalties qui sont un petit pourcentage, et je touche pas 100% du revenu des sociétés. Mais ça permet d'avoir une valorisation qui permet d'atteindre mon objectif. Ok. Voilà. Et après, comme j'ai dit, si jamais ce plan-là, parce qu'il ne faut pas se baser que sur un plan, j'ai dit qu'il fallait faire qu'une chose à la fois, mais si jamais ça marche pas, pour ça qu'il faut un business en ligne et un business physique, Ok. à mon avis. Et après, est-ce que tu étudies, parce que ça c'est pareil, hein, je pense que c'est comme les Amex, personne n'en parle trop, les reventes à soi-même de boîtes, tu sais, les LBO et compagnie. Ouais, j'en ai entendu parler, mais Sur ta chaîne justement de garage automobile, ça fait quelques années qu'elle existe, si elle a quelques bilans solides, tu te la refais financer pour re-racheter de l'IMO derrière, ou tu pourras le re-hypothéquer pour re-racheter tous ces effets de levier là. justement, c'est pour ça que je voulais lancer un building public et de montrer vraiment ça de l'intérieur. Et ça, c'est une stratégie que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. Qu'il n'y a pas sur YouTube. Qu'il n'y a pas sur YouTube. C'est pour ça que ce serait hyper intéressant de voir ça de l'intérieur. On est bien accompagné d'un point de vue juridique, compta, avocat aussi. Donc, je trouve que c'est plus important quand tu le fais Ok. correctement. Question hyper importante que j'ai toujours. On se lance dans l'immobilier, dans le business, dans le machin. Comment on fait pour être bien entouré avec un bon comptable, un bon avocat, un bon banquier? Parce que énormément sont des flûtes, ils sont pas de bons conseils et ils vont dire n'importe quoi. Comment toi t'as fait? Chacun a ses petites stratégies. Comment toi t'as fait pour avoir le bon avocat, le bon comptable, le bon banquier, l'équipe un petit peu, la Dream Team? Comment t'as fait? 100% par recommandation parce que si tu vas. Déjà, premier point, en France, si t'es pas à Paris, c'est compliqué d'avoir un excellent avocat, un excellent banquier, etc. Ça, quand t'es dans une ville de province, c'est plus compliqué forcément. Après, sinon, tu fonctionnes par recommandation. Comment avoir des bonnes recommandations? Tu te mets à la création de contenu pendant un mois, je pense que tu obtiens des contacts de fou, alors que tu n'aurais jamais pu imaginer si tu essayes juste naturellement avec tes potes et ton entourage et tes parents, etc. Pour moi, il faut fonctionner par recommandation. Ok. Ouais. Ok. Et Très bien. je pense que tout le monde devrait faire de la création de contenu. Je pense que c'est ce qui va valoir le plus. Bon, on a vu dernièrement, là, pas plus tard qu'il y a 3 semaines, un des plus gros infopreneurs, le plus gros créateur de contenu dans la niche business, qui est Hormozy. On en parlait tout à l'heure. Il a vendu pour 106 millions d'euros de formation, de stratégie, de conseils. On a un live. Et il a dépensé 6 millions. Donc il avait un peu un résultat de 100 millions. Alors peut-être un petit peu moins que les équipes, les machins, les trucs et tout. C'est des choses que très peu de start-upers font. C'est des choses que très peu de personnes font. 100 millions cash en un webinaire en un été. Qui fait ça? En fait, c'est fou parce que, bon, c'est évident qu'il a pas fait sans Mnet parce que, bon, il Oui. vend quand même un produit qui est physique, il a dû. Mais même s'il ait fait 50 millions Voilà. en un été. Le fait est, c'est que là, Hormozy, ce qu'il a fait, c'est qu'il a révolutionné vraiment le game. On a vu vraiment qu'un YouTuber, parce que là, ce qu'il a fait, c'était une perf de YouTuber. Il n'y avait rien d'exceptionnel dans son live. Il y avait des stratégies qui sont connues de tout le monde, qui ont été utilisées. Le produit qu'il a lancé, je l'ai trouvé hyper smart. Vraiment hyper smart. Tout le monde s'attendait à. Après, encore une fois, il aurait pu faire encore mieux en se posant encore plus. Mais là, déjà, c'était très très smart. Mais dans les faits, le mec a pris 100 M en un live, quoi. C'est dingue. C'est dingue. Le mec, mais de toute façon, ça se voit, sa tête. Tu regardes sa tête, tu vois, le mec, c'est un monstre. C'est évident que le mec va faire 1 milliard, quoi. Bientôt. Il a une tête de. Tu vois, le mec est déchaîné. T'as déjà zoomé sur la tête d'Hormozy en gros sur ton écran? Non. C'est un acharné en fait. C'est un acharné. Et c'est évident que ce mec-là, il va valoir 1 milliard. Non mais le mec est fou quoi. Le mec est fou. Et en fait, il a montré, quand tu vois que effectivement les meilleurs infopreneurs français peuvent prendre 10 millions, là, Par an ou par mois? En un webinaire. En un webinaire, oui. Oui, Non, je mais, vois. on parle du one shot là. Non, parce que on parle pas du webinaire forcément, on parle de tous les systèmes de challenge et tout qui fonctionnent. Même plus, je dis 10 millions, mais bon, après ça dépend beaucoup. Mais enfin voilà, après aux US, qui est un marché qui va être plus de 10 fois plus gros, c'est pas choquant de faire 100 millions en fait. Oui, En fait, c'est moi, juste la loi des nombres en fait. Le marché est monstrueux américain. Et puis les Américains achètent aussi beaucoup plus facilement. Et les Américains ont aussi un plus gros pouvoir d'achat que les Français. Ouais. Donc il avait toutes les cartes pour faire 10 fois ce que fait un Français, Ouais, je qui pense est que déjà très bon. S'il avait eu un produit qui aurait été encore plus abusé, parce que je pense qu'il a voulu aussi tenir à son image, Ouais. et pas
être trop agressif. Il Ouais. avait des ads qui étaient. Il a mis 6 millions en ads, mais ils n'étaient pas agressifs non plus, ces ads. Il était en mode juste, bah voilà quoi, j'ai fait 2 bangers absolus, et ça l'a beaucoup aidé, ça, d'avoir l'historique. Il a sorti son premier livre, banger absolu. Son deuxième livre, banger absolu. Parce que le livre était bon à l'intérieur. Enfin, c'était. Alors, le troisième livre, que j'ai acheté pendant le live du coup, euh, rien appris spécialement dedans. Ouais. Il est bon, mais faut être assez orienté débutant quand même. Alors que les 2 premiers, c'était des bangers absolus, quoi. Ouais. Mais là, vraiment, Puis après, ce qu'on dit pas, c'est c'est que ça fait, je sais pas, 10, 15 ans qu'il est sur les réseaux. Il fait je ne sais combien de Voilà. tweets, de réels par jour. Au bout d'un moment, c'est aussi pas le salaire d'une vie, mais ouais, il a évidemment pas fait 100 millions en un live. c'est ça. Il a capitalisé sur les 10 dernières années. On voit 100 millions en un webinaire. Oui, mais c'est parce que le mec, c'est le meilleur américain depuis 10 ans. Mais moi, je me dis, le cerveau du mec qu'il a eu pour penser à cette histoire de faire passer ça pour des donations, pour que le client américain puisse déduire ça à 100% de ses impôts, et qu'en fait, son produit à 6 000 euros, Mm. bah pour peut-être la moitié des gens ne coûtait zéro ou était déduit de moitié. Ouais, ils ont En réussi fait, à le rendre de moitié ou gratuit, quoi. ouais, voilà, c'est comme vendre une formation CPF en France, en fait. Le produit, en fait, il a réussi à faire passer ça pour une charge pas si élevée que ça, quoi. Et c'est Ah. pour ça qu'il a pris des 6 000 sur 6 000 sur 6 000. Ouais. Et à devenir, parce qu'il faut quand même le dire, le livre le plus vendu le plus vite. Il a dépassé Obama, sans compter les livres de fiction, Ok. c'est une catégorie à part. Mais là, il a dépassé Harry, là, je sais plus son nom de famille, de la famille royale américaine, Ah oui. anglaise, et Obama. Je sais plus lequel était premier et deuxième, mais en tout cas, il a dépassé les deux, et très largement en plus. Il les a pas juste dépassés, non, il les a explosés. Donc c'est-à-dire En que même temps, il vendait des 200 livres par 200 livres, quoi. Ouais, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Tu fais plus partie aujourd'hui de la team business physique ou de la team business en ligne? Je te dis, pour moi, il faut les deux, mais si je devais en choisir qu'un, pour moi, il faut commencer les deux peuvent t'apporter. En fait, tous les business marchent. Encore une fois, les deux peuvent t'amener à 10 000 euros par mois sans trop de soucis. Tu lances n'importe quel business, que ce soit physique, que ce soit en ligne, tu bombardes dessus pendant 6 mois. J'aime bien penser que peu importe, enfin, tout fonctionne, quoi. Mm. Tout fonctionne. Après, voilà. Donc, s'il devait y en avoir qu'un, moi j'aime bien les business physiques quand même parce qu'il y a ce côté accessible bizarrement, parce qu'on dit qu'il y a une barrière à l'entrée, etc. C'est pas forcément vrai, hein. Soit tu te fais financer, soit tu as un petit peu d'argent de côté. Le business physique, il y a quand même ce côté où c'est assez concret et sûr que ça va marcher parce que tu as ton prévisionnel, tu as ton emplacement, tu vends à des gens qui passent. Enfin, c'est assez c'est très concret, il y a peu de place. Après, je pense que c'est vrai aussi avec l'e-commerce ou quoi. Pour moi, tu bombardes l'e-commerce pendant 6 mois, tu vas aussi faire 10K par mois. Il n'y a pas trop de doute là-dessus. Ce que j'aime bien dans le physique, c'est que c'est plus long terme, quoi. C'est que c'est concret, c'est là, c'est une valeur aussi plus Et ça, importante. C'est ça, c'est que généralement le business en ligne, c'est des business à cash flow, donc il y a très peu de valorisation si tu le revends. Par contre, tu gagnes beaucoup de cash. Et les business physiques, généralement, ça fait moins de cash. Par contre, tu peux les revaloriser, enfin, tu peux les vendre. Ouais, déjà Donc, dans c'est les un business petit physiques, peu, il y a la croyance qui est fausse, qui est que ça marche moins bien que les business en ligne. Tous les mecs qui font des ads, c'est faux. Tu vas marger autant dans un business physique qu'un business en ligne. Il n'y a que les mecs qui font de l'organique en business en ligne qui vont marger beaucoup en fait. Qui vont vendre des formations d'organique. Là oui, tu as beaucoup de marge, là tu as 100% de marge. Mais sinon, tu es un e-commerçant, tu fais de l'OFM, tu vas avoir une marge comme on va avoir dans le physique en fait. Et là, ce que j'aime dans le physique, c'est que tu vas avoir non seulement effectivement ce cash flow là, mais tu vas avoir une valo que tu vas débloquer dès les 2 bilans qui va être. C'est facile d'avoir une boîte valorisée 1M en 2 ans, quoi. Vraiment, si tu veux te faire 1M simplement et que tu es prêt à stick pendant 2 ans, En business physique. tu vends la Zerapi. Ça va être valorisé. En fait, tu prends le bénéfice. Je t'ai dit, le chiffre d'affaires moyen va être entre 20 et 30 000 euros par mois. Tu peux être pessimiste. Donc 250 par an à peu près. 250 par an. Ouais. 2 bilans pour que ça soit sérieux et qu'effectivement ça sorte pas de nulle part. T'as une boîte qui est valeur 1M. Ça se vend x4. On a 80% de marge. Donc là, La valorisation tu pars de l'EBE en fait, tu pars pas du chiffre d'affaires. Ouais.
et tu pars pas non plus du résultat net, tu pars souvent de l'EBE qui est un peu au-dessus. Euh, et après, ça va dépendre de. En fait, ce qui joue beaucoup dans dans la revente, c'est est-ce que le dirigeant est nécessaire ou pas. Mm. Quand c'est bien structuré et que l'acheteur peut effectivement reprendre la boîte et sans avoir besoin du mec que tu es là avant, ouais, ça vaut beaucoup plus. Ouais. Ça vaut. Je vois. Bah, hyper intéressant les valorisations de business physique. Question un petit peu plus profonde, Clément, je sais pas si tu es prêt. Si l'argent et le statut n'existaient pas, qu'est-ce que tu ferais de ta vie? Alors, ce serait très simple. Vraiment, ça serait hyper simple. Je serais dans une cave, j'aurais une Lambo garée à côté de moi, j'aurais un lit et je jouerais à la Play. Hein. Vraiment zéro blague. Hein. Mais vraiment zéro blague. En fait, Donc genre, pas de costume. ça c'est pour toi, Louis. C'est pour le podcast. C'est pour aujourd'hui. Mais non, je pense qu'en vrai, ça c'est une question quand tu réfléchis vraiment. Tu vivrais plus simplement. À balle. À balle. En fait, si tu oublies le fait d'avoir ce côté famille, t'as rien besoin de construire, que. En fait, tu vas vivre avec du plaisir beaucoup plus instantané. Et du coup, tu vas. Ouais, moi je joue à la Play. Zéro blague. Play, une lambeau à côté, dans une cave. J'étais pro sur Call of Duty quand j'avais 15 ans, donc je Ah, retournerai là-dessus. Ok. Si l'opinion des personnes n'existait pas, qu'est-ce que tu dirais? Oh là, tu sors d'où ces questions-là? Non, en fait, l'opinion des gens, ça saute dès que tu as de l'argent, en fait. C'est-à-dire? Ça, c'est un truc que je pense beaucoup. C'est qu'en fait, quand tu commences à avoir de l'argent, tu as le pouvoir de dire non. Et ce pouvoir de dire non, il est monstrueux, quoi. Et en fait, à partir du moment où tu peux dire non à tout ce que tu veux, l'opinion des gens n'a plus aucune importance. Et en fait, si l'opinion des gens a une importance, c'est que tu n'as pas assez d'argent. Tu penses? Ouais, je suis 100%. T'as un cas concret? Bah, tu as posé une question très vague. Ok. Donc, je te réponds de manière généraliste. Si tu... Ok, donc toi, ton opinion, c'est... Par exemple, tu peux aller dans un très bon resto, très coté, mais si t'es très riche, mais t'es hyper mal sapé, tu vas passer pareil. C'était ça ta réflexion ou pas du tout? Pas vraiment, parce que, en fait, il y a la notion de respect aussi. Tu vois, le mec qui a le restaurant, il veut maintenir son image. C'est son droit de refuser les mecs parce qu'ils sont mal sapés, ils sont pas adoptés à sa DA, tu vois. Ça me choque pas. Moi, ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue. Parce que ce qui compte en final, c'est ce côté individualiste. Vraiment d'en avoir absolument rien à foutre de rien et de pouvoir faire absolument ce que tu veux et de pouvoir vraiment pouvoir dire non. Faut vraiment. Déjà, il faut avoir pas mal d'argent, ouais. Parce que t'as 100 000, t'as pas ce pouvoir-là, en fait. Ouais. Et ça, pour moi, c'est à ce moment où tu peux vraiment avoir le pouvoir de dire non à beaucoup de choses, c'est quand t'as l'argent, ouais. Ok, donc aujourd'hui, tu as quelques millions de côté, tes boîtes sont valorisées aussi quelques millions. Est-ce que tu as déjà des exemples ou tu as déjà des trucs où tu te dis, ouais, avant je pouvais pas le faire et aujourd'hui je suis libre de penser, de dire ou de faire des choses que avant impossible? Moi, j'en vois beaucoup plus foutre les gens, ouais. Ça, c'est un truc qu'en fait. Foutre, c'est-à-dire? Bah, vraiment, tu peux te dire à un mec euh, en fait, quand il y a un mec qui abuse, t'as le pouvoir de lui dire non, mais en fait, casse. En fait, même si ça implique une perte financière directe, tu peux lui dire non, mais casse-toi. Vraiment, casse-toi. Virer un salarié, tu veux dire? Par exemple. Ouais. Ça peut être ça. Ok. Quelle est ta définition du succès aujourd'hui? Définition du succès. Hmm. Pour moi, il faut avoir. Alors, pour moi, pour être. Je vais donner ma définition perso à moi. Bien sûr. Pour moi, avant de faire plaisir aux autres, il faut se faire plaisir à soi. Parce que c'est la récompense ultime. Je m'estimerais au niveau de succès que je veux quand j'aurai je vais être très concret, hein. Mhm. 3 places, 3 villas dans 3 pays différents, 3 résidences en fait, Mhm. top tier. Si je devais nommer comme ça, je dirais Côte Amalfitaine en Italie, un penthouse, j'hésite encore, soit à Londres, Paris c'est cool, soit à New York, mais le problème c'est que tu irais jamais. En fait, si tu as des maisons l'autre côté de l'Atlantique, tu vas jamais, je pense. Donc je dirais un penthouse à Londres, une villa sur la côte amalfitaine
et une villa à Dubaï. Ou à Ok. Cape Town. Bref, t'as ça, t'as t'as 20 M placés en bourse qui va te rapporter tes 10% par an. Ouais. Euh, T'es libre comme jamais. Il n'y a pas besoin d'avoir du matériel de fou en fait, hein. Voiture, yacht, c'est pas ça qui va te rendre vraiment succès, hein. C'est vraiment le fait d'avoir cette liberté totale de pouvoir faire ce que tu veux de ta vie. Et après, tu peux te consacrer à faire ce que tu veux. Et si tu veux continuer de développer, continuer de faire un empire, tu peux, tu vois. Mais ouais, liberté financière, liberté géographique. Parce que demain, il y a quelqu'un qui arrive avec un chèque de 50 millions qui te rachète toutes tes sociétés, tes garages, toutes tes franchises. Quelle est la première chose que tu fais le lendemain? Bah, si c'est Valo plus, je prends. Et c'est quoi la question? Il Qu'est-ce que t'en par tout? il y a quelqu'un qui rachète toutes tes activités de business physique, tes business en ligne. Donc, Ouais. en fait, t'as même plus de travail. Ouais, Et ok. t'as un chèque de 50 millions. Le lendemain, quelle est la première chose que Ouais, tu fais? c'est ce que je disais, c'est qu'après, tu peux te consacrer à vraiment ce que tu veux faire. Tu vois, il y a des gens qui font des DEP parce qu'ils ont plus rien à faire, tu vois. Mais c'est Qu'est-ce que compréhensible. tu vas te faire chier à redévelopper un. Parce que tu as dit 50 millions. Moi, 50 millions, je pourrais pas les dépenser, hein. Tu pourras pas les dépenser. Tu sais, tu peux les Mais ça va dépenser, hyper. 50 millions. Honnêtement, 50 millions, ça va. Non, ça va. Honnêtement, T'allais dire quoi? Ça va vite? Mais ça va idée. J'étais cet été dans le port de Troguir en Corse. Je faisais le plein à la station-service. À côté de moi, il y a une personne qui venait du Koweït, hyper gentil, on commence à discuter. Il était négociant dans le pétrole. Il me demande où est-ce que t'es garé avec ton bateau. Je lui dis il est là. Il le voyait pas forcément parce que lui, il voit que des gros bateaux. Et il me dit il fait combien il fait combien de mètres ton bateau? Ouais. Je lui dis il fait 6 mètres 50. Et là, il s'arrête. Il me regarde, il dit 6 mètres 50 de haut? Et je dis bah pas vraiment, non, de long. Et son bateau à lui, il me le montre, il faisait 43 mètres. 43 mètres, alors c'est un très beau voilier. Il est vraiment beau son voilier. Et c'était vraiment le sien. C'était pas une compagnie, c'était vraiment le sien. Honnêtement, les 50 millions, ils y sont quasiment dans son voilier. Quasiment, avec l'entretien, le personnel, le machin, le truc. Ça va très vite. Après, Non, est-ce que mais tu as besoin évidemment. Moi, d'un bateau de 43 mètres? Le meilleur exemple que j'ai, c'était quand j'étais il y a 2 semaines sur la côte amalfitaine à Capri. Il y avait le bateau, je sais pas le nombre de mètres, mais c'était un milliardaire. Mhm. Vraiment un milliardaire. Il était tellement, mais tellement grand. Il y avait un hélico dessus. L'hélico paraissait minuscule en fait. C'était le seul truc qui me faisait rendre compte de la taille du yacht, c'était que l'hélico était microscopique en fait. Ouais. Et c'est le mec qui disait que c'était un milliardaire. Et quand on sait qu'il n'y a que 3000 milliardaires dans le monde, c'est oui. Donc oui, l'argent peut partir très vite. Mais après, j'imagine que le sens de ta question, c'était quand c'est plus que ce que tu as besoin de. Ouais. Quand c'est débilement beaucoup. En fait, est-ce que ça a un sens d'aller chercher 1 milliard, tu vois? Non, mais qu'est-ce que tu fais le lendemain où tu as récupéré le chèque? Bah, moi, je me régale pendant 3 mois. Parce que 3 mois, c'est une bonne durée pour se régaler. Ok. Et après, je lance un nouveau projet. Ok. 100%. Je vais faire quoi? Tu ferais quoi, toi? Si demain on me rachète pour 50 millions, Ouais, tu fais quoi le lendemain? le lendemain où t'as encaissé ça, Ouais. je pense que je prends un voilier, je vais sur l'Adriatique et j'emmène toute la famille et les amis. Pendant combien de temps? Hmm. Avant que vraiment t'en peux plus. Parce que c'est bon, t'as fait le tour 3 fois. Honnêtement, tu fais ça pendant 15 jours. Et déjà au bout de 15 jours, t'en as marre de certaines personnes un peu. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais tu sais, t'es 15 jours avec la personne, alors avec ta famille non, et avec tes amis non, mais au bout de 15 jours, t'as envie de partir de ton bateau. Et après, ouais, je pense que je saute en parachute sur tous les continents, je surfe Ok. toutes les vagues sur tous les continents. Et après, j'enlève mon short de bain, je me remets en jean, et je pense que je vais aller prospecter des agences et je vais racheter des biens et je vais faire des travaux. Et en vrai, Je vais faire les travaux. bah ouais, non, mais limite, je fais les travaux moi-même du coup. Parce que, Arrête. kiff. Jamais de la vie. bah après, Je moi te j'étais comprends. anciennement artisan donc je kiffe faire les travaux. Moi, je vois pas un mec avec 50 M faire les travaux lui-même, hein. C'est vrai, c'est très vrai. C'est. Bon, allez, je sous-traiterai les travaux peut-être. Donc toi, tu ferais une DEP, du coup. Non, mais je pense que comme toutes les personnes qui sont vraiment portées par l'entrepreneuriat, alors oui, tu kiffes avec la famille, les amis, c'est génial. Ouais, 3 mois. Mais au bout de, voilà, c'est ça. Au bout de 1 mois, 3 mois, 6 mois, je pense que tu en as ras-le-bol. Et tu files. En fait, il te faut une quête. Donc, je Ouais. sais pas. C'est
je vais parler de Akram Junior, parce que lui, vraiment, il est né, il le disait avec... il est riche, quoi, tu vois. Ouais. Dès la naissance, quoi. Deux Bugatti il avait je sais pas quel âge, mais enfin, c'est fou, quoi. Ouais. Deux Bugatti Veyron, une bleue, une rouge, dans Paris, c'est une dinguerie, tu vois. Et il expliquait qu'il avait connu une dépression fou, parce qu'en fait, tu vois, t'as tellement d'argent que en fait, t'as pas de motivation en fait dans la vie à charbonner, ce que tout le monde fait. Ouais. Et donc et voilà. Et en fait, lui, ce qu'il a trouvé, c'est clairement la création de contenu, parce que c'est un truc qui va te débloquer plein de trucs et qui va te permettre d'accomplir qui est jamais plein fini. de connexions, plein de voilà. C'est un fini game. C'est vrai que je sais pas si tu l'as eu toi ce truc, mais moi je l'ai eu, mais c'était fou. Tu voyais passer les Lamborghini dans la rue, t'étais jeune. Ouais. Je t'ai dit, ok, quand je suis grand et que j'ai un peu d'argent, je m'achète une Lamborghini. Une Lamborghini comme celle que je voyais, elle coûtait quoi? Allez, elle coûtait 200 000 balles. Le jour où j'ai eu 200 000 balles, en faisant des achats en vente immobilier, bah en fait, j'avais même plus envie d'acheter une Lamborghini. Franchement, j'en ai loué pendant 2 jours. Ça casse le dos, ça fait beaucoup trop de bruit, c'est de la merde. Franchement, honnêtement, c'est de la merde. Moi, je vais pas valider ce que tu dis parce que moi, j'étais vraiment fan de voitures quand j'étais petit. Et puis, t'as quelques modèles aujourd'hui. Vraiment fan. Moi, j'étais fan, mais vraiment fan monstrueux. Là, c'est qu'une question de semaines avant que je sorte un gamos comme jamais. En fait, la vraie question, vraiment, c'est une vraie question, c'est que moi, je suis vraiment fan de. Je te disais quoi, les voitures, les yachts, tout, c'est pas très important. Mais moi, je suis biaisé parce que vraiment, je suis un malade mental de ça. Tu vois, je faisais mes configs quand j'avais 15 ans sur le site et tout. Je designais ma Ferrari, ma Lamborghini et tout. Moi, j'étais vraiment fan de ça, tu vois. Et la vraie question, c'est est-ce que ça sert à quelque chose d'acheter une Huracan? Ou alors est-ce qu'il faut attendre d'acheter une Aventador qui vaut 3 fois plus cher? C'est la question que tout le monde se pose. Mais en fait, pour moi, ça fait partie des plaisirs qu'il faut. C'est là-dedans. En plus, c'est même pas des dépenses tant que ça, puisqu'en fait, ça perd pas tant cette valeur, en fait. Quand tu l'achètes bien, ouais. Ouais, quand t'achètes bien, ouais. Ok. Clément, quel est le meilleur conseil business qu'on t'a donné? Oula, moi, on m'a pas donné beaucoup de conseils. Hein. Moi, on m'a beaucoup démotivé. Hein. Ouais. Je sais même Ou pas alors si sur les réseaux sociaux, je sais pas, le meilleur conseil que t'as écouté, que t'as entendu ou qu'on t'a donné ou que tu trouves pertinent? Moi, je vais le redire, mais on m'a très peu donné de conseils. Hein. Enfin, vraiment, j'avais aucun entourage, que ce soit en business, que ce soit en investissement, que ce soit. J'avais rien. Enfin, c'est un vrai truc, c'est que les gens ne se rendent pas compte quand ils ont le bon entourage, ils ne s'en rendent pas compte. Parce que quand tu n'as pas d'entourage, tu le sais. Tu le sais, mais quand tu en as un, des fois tu le sais pas et tu t'en rends même pas compte. Il y a plein de gens qui ont un bon entourage et en fait ils en profitent pas. Alors que les mecs qui sont là dans leur entourage et qui sont chauds pour leur apprendre, leur parlent pas. Moi j'ai pas eu de conseils. Hein. Mais comme Moi, 90% des entrepreneurs en France qui viennent de familles où il n'y a pas d'entrepreneurs et donc ils n'ont pas de conseils. Enfin, franchement, moi j'ai très peu de copains, de copines qui sont entrepreneurs qui marchent bien aujourd'hui, qui viennent de familles très Ouais, beaucoup plus entrepreneuriales. simplement que ça. Regarde, il y en a plein là qui aimeraient être formés à tes côtés en immobilier pour tout casser. Ouais. Tu dois sûrement avoir des proches à toi qui sont pas très heureux, qui aimeraient effectivement être libres géographiquement, etc. Mais qui vont pas venir te voir et qui vont pas venir clairement te demander de les aider, quoi. Qui vont vraiment pas être purement intéressés par ça. Mm. C'est vrai ou pas? C'est très Je veux vrai. dire que c'est faux parce que... Mais en général, de ce que j'ai vu, c'est que généralement les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont à côté d'eux une personne qui peut les aider, quoi. Ouais, et puis c'est encore pire que ça. Mais c'est vraiment encore pire que ça, c'est-à-dire que dans mon entourage et compagnie, on me demande des fois ma formation et mon accompagnement, que je fais avec grand plaisir parce que c'est pour quelqu'un que j'aime. J'envoie la formation, je regarde, hein, je peux regarder si les gens ils ont ouvert la formation et où est-ce qu'ils sont rendus. 90% des gens à qui j'ai envoyé la formation gratuitement, donc les amis, la famille très très proche, ils l'ont pas regardé. C'est ouf. Honnêtement, genre juste... ouais, il y a 2% des gens à qui j'ai envoyé qui ont regardé la formation. C'est toujours comme ça. En plus, ouais, tu peux... C'est comme Netflix. Enfin, ils sont rendus à leur 3e série Netflix. Ils ont fait Peaky Blinders, le machin chouette et tout. Ils ont même pas regardé ta formation. Ouais, non, mais c'est ouf. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Ils ont pas envie. Ils ont pas envie. Quel est le pire conseil qu'on t'a donné ou que t'as écouté? Alors voilà, par contre, ça, j'en ai eu. Ça, mais alors là, moi, je me rappelle, on me disait... le premier qui m'a marqué, rien à voir avec le business ou quoi, hein,
Mais je me rappelle, moi je suis 1m93. Ouais. Et quand j'étais plus jeune, j'étais très maigre. Je faisais 64 kilos pour la même taille, tu vois. Ok. Donc 64 kilos, c'est extrêmement maigre, tu vois. Enfin, c'est maigre, 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 tu vois. Et on m'a dit que c'était impossible, mais vraiment impossible. J'ai un pote qui m'a dit ça. C'est impossible que tu fasses un jour 100 kilos, tu vois. Vraiment, c'est impossible. Et moi, j'étais en mode, mais bah si, c'est évidemment possible, quoi. Enfin, il faut juste que j'applique un process, etc. Et let's go, quoi. J'étais mineur, tu sais, j'étais genre 17 ans, 18 ans, je sais plus quoi. Mm. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé la muscu, où j'ai bombardé pendant 2 ans, et que je suis monté à 100 kilos. Bon, aujourd'hui, je fais plus que 85 kilos, voilà. Mais je suis monté comme un débile à 105, 110 kilos. Pour pouvoir prouver. Vraiment, stock à en chier, tu vois. Parce Ouais. qu'en fait, les gens disent toujours n'importe quoi, hein. Ouais, ouais, Et ouais. là, j'ai un exemple con parce qu'il m'a marqué personnellement, tu vois. On m'a On- vraiment dit, toi, tu peux pas faire ça en fait. C'est pas possible. Toi, t'as vu ton corps, tu peux pas faire ça, tu vois. C'est impossible. Et Et dans le business, c'est quoi le pire conseil qu'on t'a donné? dans le business, non, Généralement, c'est le comptable ou le banquier qui raconte des mais trucs. alors là, en fait, c'est tellement bidon que c'est même pas forcément intéressant. Mais ouais, non, mais enfin, vous racontez n'importe quoi. Enfin, les... Moi, un truc que j'ai beaucoup de mal, c'est que les gens vont toujours t'affirmer des choses sans jamais analyser, sans jamais élargir leur scope, en fait. Ils vont toujours être dans leur Conditionné. truc, conditionnés, et venir m'affirmer des choses et sans jamais, jamais, jamais aller creuser un petit peu. Et en fait, c'est pour ça que tu peux jamais vraiment à 100% te reposer sur les autres. Et ça, faut jamais, jamais, jamais en fait, les gens délèguent trop vite aussi. Les gens, en fait, quand ils vont travailler pendant 6 mois sur leur business, ils vont gagner 10K par mois, ils Hmm. vont se dire, ah, c'est bon, je vais pouvoir commencer à déléguer. Et après, ils vont déléguer, ils vont mal déléguer, et après, ça va baisser, parce que c'est évident que ça baisse quand tu délègues. Mais en fait, les gens délèguent trop vite, ouais. Et donc, c'est quoi un petit peu l'antidote? La personne, elle est là, elle nous écoute, elle n'est pas encore multimillionnaire comme toi, avec des chaînes de garage, des franchises de magasins, aucune pensée limitante. Elle est encore, je sais pas, elle travaille dans une boulangerie, elle adorerait être entrepreneur, dans l'immobilier, dans l'e-commerce, dans l'XY, mais dans le fond, elle sait pas si c'est vrai, elle sait pas si elle peut le faire, elle sait pas si elle est autorisée à le faire, elle sait pas si elle a le pouvoir de réussir à faire ça. Comment tu fais pour sortir un petit peu du... Comment tu ferais pour faire sortir quelqu'un un petit peu de son schéma de pensée très classique? En fait, la première chose à faire, c'est de sortir de son. Tu vois, en fait, il y a forcément, ou il y a possiblement un risque qui est en général, si jamais t'as des factures, tu as un crédit, tu as une famille, tu as des enfants. Ça, c'est vraiment. Les gens qui n'ont pas ça, c'est un luxe ultime parce qu'il n'y a pas trop de risques, entre guillemets. Au pire, c'est galère pour payer ton loyer, tu vois. Enfin, voilà. Quand tu as des vraies limites de ce type-là, faut tout faire d'abord pour, si jamais ça marche pas, comment je fais pour que ce soit pas dramatique, tu vois. Mhm. Et en général, il y a souvent tu peux faire un plan où tu peux avoir une solution de backup pour que si jamais c'est important. Mais à partir du moment où, si jamais tu te rends compte que si tu te craches, bah, c'est pas si dramatique que ça, genre, ok, ça va pas être fou. Moi, encore une fois, je le répète, pour moi, tu peux lancer n'importe quel business, ça va fonctionner. Si tu bombardes dessus, et vraiment si tu taffes, parce que les gens, des fois, ils travaillent pendant 7 heures, mais ils font pas grand-chose. Ça, c'est vraiment l'efficacité des gens. Des fois, c'est un peu dramatique. Mais pour moi, encore une fois, tu bombardes. En fait, tu choisis un business qui te semble le plus logique. Pas forcément qui te passionne. Ça, c'est une Mhm. grosse connerie. Mais qui te semble logique, qui va bien marcher, que ce soit dans le physique, que ce soit en ligne, que ce soit si tu as envie de faire de la création de contenu, fais de la création de contenu. Moi, je pense vraiment que la création de contenu, ça va t'apporter que des très très belles choses, tu vois. Et que ça va beaucoup te surprendre. Mais tu lances un business en ligne, tu lances un business physique, tu lances de la création de contenu, ça va forcément t'apporter que des belles choses et tu vas forcément réussir pour moi. Ok, super, excellent. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu as un truc à ajouter, un conseil, une citation à donner? Est-ce qu'on peut savoir un petit peu comment on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Je te laisse le mot de la fin. Ouais, alors on va clairement venir populariser ce système de sociétés offshore, d'expatriation, de cartes de crédit, de comment accéder au crédit score américain, comment se sécuriser avec plusieurs résidences, plusieurs passeports, parce que c'est hyper intéressant et que moi je vois un vrai trou dans ce marché-là et que je pense que ça peut vraiment intéresser les gens.
Euh, et sinon, pour le mot de la fin, moi j'en ai marre que les gens se sentent bloqués, alors qu'en vrai, il faut juste vraiment. Un truc qu'on se rend compte, c'est que quand tu analyses le business, la situation d'une personne, c'est assez facile, assez logique pour toi de. Bah, fais juste ça, quoi, ça va régler ton problème. Ouais. Mais les gens ne se posent jamais cette question-là pour eux-mêmes, en fait. Et ça, c'est un truc qui est hyper important. C'est vraiment de se poser cette question-là pour soi-même. C'est vraiment bah, comment je peux régler mon gros problème là. C'est très facile à faire quand c'est les business, c'est les problèmes d'autres gens, mais tu le fais jamais pour toi en fait. Ça te débloque tellement de choses. Donc là, je veux conclure là-dessus parce que c'est le plus important pour tous les mecs qui ont déjà lancé leur business et qui ont un peu de succès. Super. Merci Clément, à la prochaine. À la prochaine.